Merci Guillaume pour cette introduction qui est effectivement au cœur des propos que je vais essayer de développer avec vous ce soir. Je suis ravi, merci beaucoup Ictus de cette nouvelle invitation. Moi je viens toujours avec une très grande joie. Guillaume m'a dit que j'étais un habitué, c'est vrai, mais un habitué heureux. Donc je reviens avec grande joie pour partager quelques moments avec les participants des programmes d'Ictus. Merci pour cette invitation autour de ce sujet auquel Guillaume a donné un titre. C'est un sujet, enfin le titre est mi-sérieux, mi-amusant. Il y a une partie sérieuse, c'est la crise du travail. La crise du travail, je crois qu'il n'y a pas matière à s'en réjouir, hein, c'est la partie sérieuse évidemment du propos de ce soir. Et puis la partie amusante, c'est tous fainéants. Est-ce qu'il y a une crise du travail parce que nous serions tous pris par des accès de flemme, de paresse, de fainéantise. On aimerait passer nos soirées devant Netflix plutôt que effectivement penser à travailler. Bon, c'est ce qu'on va essayer d'inspecter, ce soir. Et effectivement, à partir des recherches que je mène à l'Université de Nantes, j'aimerais, avec vous, essayer de réfléchir à cette crise du travail et évidemment, notamment à ses causes. Voilà. En partant de notre travail de recherche à Nantes, voir comment on peut tenter d'éclairer. Il est possible que je me trompe, donc j'attends beaucoup de la discussion que l'on aura en fin de conférence ensemble. Mais en tout cas, je vais essayer d'éclairer ce qui me semble être effectivement une sorte de coup de mou dans le travail contemporain. Premier constat pour introduire et pour commencer. Je crois qu'effectivement, il faut regarder la réalité du monde du travail en face, et même si elle ne nous fait pas plaisir, hein, même si elle nous désespère un peu, il faut regarder cette réalité du monde du travail en face pour constater qu'effectivement, je crois que le mot crise n'est pas trop fort, hein, nous sommes aujourd'hui face à une crise du travail. Beaucoup d'indicateurs le montrent, j'y reviendrai un peu plus tard dans ma conférence, mais beaucoup d'indicateurs montrent en effet que finalement, il semblerait que le goût du travail, l'envie de travail, mais aussi l'engagement dans le travail semble en berne dans nos sociétés. Il semblerait qu'on ait de moins en moins envie de travail, que l'on repère de moins en moins le travail comme un lieu d'accomplissement, d'humanisation, de développement personnel et de développement du monde. Le travail est un lieu effectivement vis-à-vis duquel dont nous méfions, que nous désertons, etc., etc. Ce premier constat, je crois qu'il faut dès l'introduction le nuancer. Je pense que s'il y a une crise du travail, il faut bien avoir en tête, je crois, que si l'envie, le goût et l'engagement dans le travail est en berne, il est en berne à l'intérieur de la forme canonique du travail moderne, qu'est le travail salarié. Alors, ça, je crois que c'est un point très important. Je crois qu'il est compliqué de parler de crise du travail en toute généralité. Je ne crois pas qu'il y ait une crise du travail en toute généralité. En revanche, il y a une crise du travail dans la forme canonique essentielle qu'a prise le travail à l'époque contemporaine, qu'est le travail salarié, c'est-à-dire le travail au service d'une organisation, le travail subordonné au service d'une organisation dans le cadre du contrat de travail, au service d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée. Et je crois que si l'on peut parler de crise du travail, c'est essentiellement dans le contexte du travail salarié que l'on peut apercevoir cette crise. Alors évidemment, la crise paraît générale puisque, pour aller rapidement, on peut dire que le travail salarié aujourd'hui c'est 90% évidemment des travailleurs. Hein. Donc c'est une crise très générale, mais je crois qu'il faut avoir en tête qu'il n'y a peut-être pas de crise générale du travail. En revanche, je pense qu'il y a, et c'est l'idée que je défendrai, une crise assez profonde de la forme majeure qu'a pris le travail à l'époque contemporaine, qu'est le travail salarié. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça, éclairer ce point dès l'introduction, c'est que ce qui me permet de dire ça, c'est que dès que l'on regarde d'autres formes de travail, dès que l'on sort du cadre du travail salarié au service d'une organisation publique ou privée, eh bien, il me semble que le travail se porte beaucoup mieux. Il est minoritaire, elles sont minoritaires ces autres formes de travail, mais le travail se porte beaucoup mieux dans ces autres formes que la forme salariale. Regardons par exemple le travail indépendant. Vous savez comme moi que sur les 20 dernières années, on assiste à une recrudescence des travailleurs qui se mettent à leur compte. Hein, donc on a un nombre toujours plus en plus grand de travailleurs indépendants. De la même manière, du côté du travail indépendant, on est très surpris, nous les universitaires, de voir que nos étudiants redécouvrent qu'il existe autre chose que le salariat. Moi, mes 15 premières années d'enseignement, il était évident, mes étudiants ne questionnaient même pas ça, qu'ils allaient être au mieux cadre ou cadre supérieur dans une organisation, qu'ils seraient évidemment salariés. Ils n'en parlaient même pas, il était évident que leur travail serait un travail salarié. Bon. Depuis une dizaine d'années, on retrouve chez nos étudiants une envie d'entreprendre, de créer, de développer leur job, de travailler à leur compte, d'être indépendant, etc. Donc vous voyez, si on sort du cadre du salariat, non seulement le travail indépendant se développe, mais l'on retrouve du goût pour l'entrepreneuriat du côté de nos étudiants. Si l'on continue à inspecter les autres formes de travail et qu'on regarde du côté de ce qu'on appelle traditionnellement le travail domestique et l'autoproduction, parce que vous savez, on vit dans une drôle de société qui nous fait croire que quand on élève ses enfants, quand on fait la cuisine, quand on bricole à la maison, quand on fait son jardin et son potager, que ça, ce ne serait pas du travail. Mais c'est une blague, évidemment c'est du travail. Évidemment c'est du travail. Et le travail domestique et l'autoproduction, elles se portent très bien. Les Français ont redécouvert les joies du jardinage, de l'autoproduction légumière, du jardin nourricier, et tous, pendant ce qu'on appelle très injustement leur temps libre,
Ils prennent une binette, ils mettent de l'engrais, ils font leurs propres tomates, leurs propres courgettes, etc. Et quand ils ont fini de faire ça, ils scient des planches pendant tout le week-end pour équiper, aménager leur maison, etc. etc. Et ça, c'est du travail, évidemment. Hein. Et ce travail-là se porte très bien. Je vous donne un chiffre, se porte très bien pour le plus grand bonheur des magasins de bricolage, qui ont vu leur chiffre d'affaires pratiquement tripler sur les 20 dernières années. Triplé sur les 20 dernières années. Et vous voyez, ce travail-là, qui demande des efforts en vue de transformer le monde pour satisfaire des besoins, donc c'est du travail, évidemment, ce travail-là se porte très bien. Hein. Une petite anecdote, évidemment, moi aussi, je suis pris par les joies du travail indépendant et du travail domestique, donc il m'arrive de bricoler le week-end. J'étais il y a 15 jours chez Castorama un samedi matin, et je faisais découper une planche par un travailleur salarié qui avait triste mine, et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui allait passer son temps libre, son loisir, à bricoler pendant tout le week-end. Il avait un caddie, mais le pauvre homme, il y avait des planches, des vis, des clous, enfin absolument partout, et il portait même sa cote. Vous voyez, il était déjà en bleu. Il avait fini sa semaine de travail salarié et il se promettait dès le lendemain matin à 8 heures de bosser comme un fou chez lui, vous voyez. Bon. Et ce garçon donc se fait découper une planche également par le travailleur salarié. Et puis le travailleur salarié de Castorama, voyant le chariot incroyable de cet homme, le regarde et lui dit « Bon courage, monsieur !» Il anticipait sur le week-end terrible que se préparait ce garçon. Et ce garçon, qui était donc en bleu avec toutes ses planches et tous ses clous, regarde le travailleur salarié et lui dit « Ah ben non, à vous, bon courage, pour moi il n'y a pas de problème, je travaille pour moi. » Je travaille pour moi. Oui, c'était tout à fait emblématique. Il semblait que pour lui, le travail ne posait aucun problème. C'est quand il s'agissait de travailler pour soi, que là, ça avait du sens. Bon. Donc, vous voyez, le travail indépendant se porte bien. L'autoproduction domestique, potagère, etc. se porte plutôt très bien. Et ce qui se porte bien aussi, alors comble là, de l'incompréhension, c'est le travail bénévole. Celui qui n'est même pas payé, vous voyez, celui qu'on fait pour les autres. En France, je vous donne deux chiffres, hein, 40% des Français donnent du temps gratuitement. Ils vont faire la cuisine, ils lisent des histoires, ils s'occupent des pauvres, enfin, etc. etc. Et non seulement 40% des Français donnent du temps gratuitement, mais 25% des Français militent dans des associations dans lesquelles ils travaillent sur leur temps libre gratuitement. Et ce travail-là, vous voyez, qui ne trouve même pas son accomplissement et son sens dans le salaire et dans la subsistance, hein, eh bien, il semble en tant que tel avoir suffisamment de sens pour que les Français consacrent une partie de leur soi-disant temps libre très important à aller effectivement faire du travail bénévole. Et le fait que le travail bénévole ait conservé, lui, son sens, c'est assez fabuleux. Les entreprises qui, elles, proposent du travail salarié, elles-mêmes l'ont compris. Vous savez comme moi qu'elles sont aujourd'hui très nombreuses, les entreprises, qui proposent à leurs salariés, pour aller prendre un grand bol de sens sur temps de travail, d'aller bosser pour une association. Vous allez aller passer une journée au Resto du Cœur et comme ça, vous allez retrouver le sens et vous réinvestirez le sens dans le travail salarié. Je ne sais pas que ce soit comme ça que ça marche, mais en tout cas, y compris dans le monde de l'entreprise capitaliste, on a bien repéré que ce travail-là, ce travail gratuit-là, avait du sens, était susceptible de redonner un peu de bonne humeur au travail, aux salariés et aux cadres. Hein. À tel point, vous le savez comme moi, que le mécénat de compétences se porte extrêmement bien. Hein. Les entreprises envoient, sous forme évidemment de mécénat, leurs salariés prendre un bol de sens et travailler dans les associations. Voilà, donc ayons bien ça en tête. Hein. Je crois effectivement que l'on peut argumenter autour de l'idée qu'il y a une crise du travail. Je crois effectivement qu'elle est là. Je crois qu'elle est relativement profonde, à condition que l'on s'entende bien sur le fait que, je pense, je peux me tromper, mais qu'elle touche d'abord et avant tout le travail salarié. Et donc, ça n'est pas le travail en toute généralité. On l'a vu, le travail indépendant se porte bien, le travail bénévole se porte bien, l'autoproduction domestique se porte bien. Ce qui se porte mal, c'est la forme canonique du travail contemporain qui est le travail salarié. Et c'est ça que je voudrais regarder avec vous. Qu'est-ce qui permet d'expliquer cette crise du travail, ou en tout cas du travail salarié. Pour développer les raisons de cette crise, je vous propose un petit parcours en deux temps. Alors attention, soyez bien vifs, y compris ceux qui sont à distance, parce que c'est le plan. Donc si vous ratez le plan, vous êtes foutus pour les 45 minutes qui viennent, quoi. Bon. Alors, le plan, je vous propose dans un premier temps de revenir d'abord sur le constat, essayer d'étayer un peu le constat. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y a une crise du travail, et plus spécifiquement du travail salarié? Ce sera mon premier point. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a crise et crise du travail salarié? Et deuxième point, bien entendu, c'est ce qu'on attend, je pense, tous le plus, qu'est-ce qui permet de l'expliquer? Comment on peut comprendre les causes de ce travail salarié? D'où ça vient? Et bien entendu, c'est à cette deuxième partie que je consacrerai l'essentiel du temps de mon intervention. Je serai assez rapide sur la première, le constat, et j'essaierai de développer beaucoup plus longuement la question des causes. Ça va? Alors, premier point, le constat. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il y a crise? Bon. Je vous partage quelques résultats d'études qui sont assez connus. Certains de ces résultats ont été beaucoup discutés, y compris dans la grande presse. Hein. Premier résultat tout à fait surprenant. Je ne sais pas si vous avez vu passer les études sur le travail qui ont été faites par l'IFOP en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Ces études sont très très intéressantes.
Et elle pose notamment un premier constat. Un premier constat, c'est l'effondrement de la place du travail dans la vie des Français. Un véritable effondrement. Lorsqu'on interrogeait les Français en 1995 sur ce qui est très important pour réussir sa vie, oui, question très ouverte, on leur dit dans votre vie, qu'est-ce qui est très important pour mener une bonne vie? Bon. Eh bien, figurez-vous que ce qui arrivait en premier, et ça n'a pas bougé, c'est la famille. Voilà. Donc ceux qui s'apprêtent à se fiancer, à se marier, à fonder une famille, voilà, votre vie aura du sens, puisque ça c'est très important. Ça c'est très important. Premier point. Ce qui en 1995 arrivait en deuxième position, c'était le travail. 64% des Français disaient, pour réussir sa vie, la chose qui est très importante à repérer à la famille, c'est le travail. 64%. Et ensuite arrivaient les amis et les loisirs. 1995. Quand on repose la même question aux Français en 2020, ils ne sont plus que 22%. 22%, 3 fois moins, à considérer que le travail est très important pour réussir sa vie. 22%. Un effondrement en l'espace de 30 ans, qu'il va nous falloir comprendre, évidemment. Un effondrement. Et le travail a été doublé. Alors, je rassure les adorateurs de la famille reste en pole position. Elle est toujours en 2020 première, hein, 85%. Bon. Mais alors, qui a doublé le travail? Eh bien, doubler le travail, vous n'en serez pas très surpris. Ceux qui a doublé le travail, ce sont les amis. Les amis et les relations, ça c'est central pour avoir une bonne vie, c'est très important pour réussir sa vie. Et ce sont les loisirs. Ce sont les loisirs à condition que l'on garde en tête ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est que les loisirs sont pleins de travail en fait. Hein. Plein de travail bénévole, plein de travail domestique, etc. etc. En tout cas, le travail, sous sa forme salariale, a fondu, a été divisé par 3. 64% des Français considéraient que c'était très important pour réussir sa vie, ils ne sont aujourd'hui plus que 22%. De ce point de vue-là, alors il a un peu quitté la scène politique, mais Nicolas Sarkozy aurait énormément d'inquiétude à se faire. Vous vous souvenez qu'en 2007, alors il s'en fait pour bien d'autres choses, mais il pourrait s'en faire pour ça. Vous vous souvenez qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait réussi à être élu, notamment avec cette baseline du travail dans laquelle il proposait aux Français de travailler plus pour gagner plus. Et quand en 2007, ça n'est pas loin, quand en 2007 on proposait aux Français de travailler plus pour gagner plus, eh bien hop, vous étiez à l'Élysée directement. Eh bien aujourd'hui, il ne pourrait plus faire un tel pari. Il ne pourrait plus faire un tel pari. Regardez les chiffres de la Fondation Jean Jaurès. En 2008, 62% des Français étaient prêts à travailler plus pour gagner plus. 62% des Français disaient oui, je peux étouffer un peu de mon temps libre, passer plus de temps au travail pour gagner plus, ça a du sens pour moi. 62% en 2008, c'est pas loin de 2008. Hein. Lorsqu'on repose la même question en 2020 aux Français, ils ne sont plus que 29% à être prêts à travailler plus pour gagner plus. Et à l'inverse, 71% nous disent « Non, mais moi, c'est l'inverse. Je suis prêt à perdre un peu d'argent pour récupérer plus de temps libre. » Pour récupérer plus de temps libre. Donc, vous voyez, premier constat, effondrement de l'importance relative du travail dans nos vies. Là où 65% des Français voyaient le travail comme étant très important, ils ne sont plus aujourd'hui que 22%. Et beaucoup sont à la recherche plutôt de temps libre, dans lequel ils mettront peut-être les autres formes de travail que j'évoquais, mais en tout cas, ils sont à la recherche de temps libre. Bon. Deuxième évolution qui permet d'étayer le constat d'une crise du travail, vous l'avez vu comme moi, je passerai rapidement là-dessus, mais les années 2000 et 2010 ont vu arriver dans le milieu du travail, dans le milieu de l'entreprise, tout un vocabulaire que l'on ne connaissait absolument pas. Moi, j'ai commencé à faire de la recherche en entreprise dans les années 90. Tout d'un coup, à la fin de la première décennie 2000, sont arrivés tout un tas de mots terrifiants, pour tout dire, que l'on attache désormais au travail et qui viennent dire un certain blues du travail. Tout d'un coup, dans les années 2010, toutes les directions des ressources humaines et les directions générales qui me faisaient intervenir sur des dossiers de RPS. Une maladie presque, au nom presque honteux, vous voyez, les risques psychosociaux. Voilà qu'il y avait des risques psychosociaux partout dans les entreprises. Et on parlait, vous le savez bien, de stress, de souffrance, d'épuisement professionnel, de burn-out, quand on ne parlait pas de suicide. Et donc la montée en puissance des plaintes en provenance du travail, notamment dans la décennie 2010, est un fait marquant de l'évolution des milieux de travail. Il semblerait que le travail soit devenu effectivement plus compliqué, psychologiquement plus exigeant, à tel point que l'on puisse en faire des maladies. Et l'on en fait d'ailleurs des maladies, puisque le réseau national de surveillance des risques professionnels révèle que depuis 2015, une grande transformation, le premier motif de consultation en pathologie professionnelle, c'est devenu effectivement les risques psychosociaux. L'État s'en est saisi, vous savez comme moi, si vous lisez un peu la presse, on a eu au moins 3 rapports extrêmement importants commandés par le ministère du Travail, certains par le Premier ministre directement, sur cette question des risques psychosociaux, le rapport Golac, le rapport Légeron, le rapport Lachman, enfin vous voyez, toutes les autorités du monde de l'entreprise et de l'économie s'y sont collées pour essayer d'expliquer et de trouver des remèdes. Bon. Donc, effondrement de la place du travail dans la vie des Français, montée en puissance des risques psychosociaux, et puis enfin, pour finir d'étayer le constat, troisième chose, au-delà
de ces maux sur lesquels la médecine ou la psychologie a mis des noms, là, vous voyez, le stress, le burn-out, etc., il y a un autre type de plainte en provenance des milieux de travail que je pense vous entendez comme moi, ou alors on ne fréquente pas les mêmes entreprises, mais que moi j'entends systématiquement dans les entreprises dans lesquelles je vais, c'est la perte de sens. Je crois que je ne vois plus un salarié qui ne me dise pas « mon travail n'a plus de sens ». Alors je dis « mais pourquoi tu continues à travailler ?» Alors là, il y a deux possibilités. Il y a les nantis, ceux qui sont à l'aise, qui ont un peu de patrimoine personnel, ils me disent « ah ben d'ailleurs, je ne continue pas à travailler, je m'en vais demain, je fais autre chose. Ouais. » Et puis, il y a les pauvres diables qui n'ont pas d'assises financières, qui disent ben, « je continue parce qu'il faut bien bouffer, j'ai une famille, il faut bien que je continue. » Et ils ne viennent plus au travail que animés de l'obsession, comme le disait la philosophe Simone Veil, de gagner quelques sous, vous voyez, ce qui est évidemment très insuffisant pour donner du sens à son activité quotidienne. Donc, crise du côté du sens du travail, et crise du côté du sens du travail, c'est encore plus effrayant, qui touche notamment, et peut-être avant tout, les cadres. Je suis extrêmement surpris, et les baromètres sociaux le montrent bien, que ceux qui sont le plus atteints par cette lèpre contemporaine de l'entreprise, qui est la perte de sens du travail, ce sont les cadres. Et ça, c'est absolument terrible. Vous vous souvenez évidemment que ce vieux sociologue Luc Boltanski disait que les cadres, c'était ceux qui, auprès de leurs équipes, étaient là pour justifier le capitalisme et justifier le système. Bon, un dirigeant contemporain dira « je compte sur mes cadres pour donner le sens ». Le donnage de sens, c'est l'acte managérial par excellence, vous voyez. Eh bien, toutes nos études montrent que l'on demande aux cadres de donner du sens, aux cadres qui eux-mêmes ont très largement perdu le sens de leur travail. Ils ont tellement perdu le sens de leur travail qu'ils désertent très largement le milieu du travail salarié. Et ils le désertent non pas d'ailleurs pour Netflix et Le Jardin, mais ils le désertent très largement effectivement pour le travail indépendant. Moi, j'habite Nantes. Nantes, c'est une île dans laquelle notre maire a été génial. À un moment, il avait un peu de génie. Il a réussi à faire croire aux Parisiens que Nantes, c'était Nantes-sur-Mer. Donc, nous avons récupéré tous les cadres déserteurs de la grande entreprise, vous voyez, qui pensaient qu'il y avait la mer au bout du périph' et qui se sont installés à Nantes, où ils sont désormais diplômés à Bac+5, anciens cadres supérieurs de la grande entreprise, mais ils sont désormais traiteurs, fromagers, paysagistes, coachs. Enfin, vous voyez, des choses parfaitement exotiques. J'en ai même un, alors lui, c'est absolument terrible. Un ancien Sciences Po Paris, ses parents étaient très fiers, grand juriste, directeur juridique d'une très grande entreprise, et à 40 ans, il quitte la région parisienne, il a découvert qu'il ne pouvait plus vivre, tenez-vous bien, ne riez pas, il ne pouvait plus vivre sans être prof d'histoire géo. Vous imaginez, s'il avait dit ça à ses parents en sortant de Sciences Po, il lui aurait jeté des pierres, quoi. Bon, je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus heureux, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il ne supportait plus, à l'unisson avec beaucoup d'autres de mes camarades nantais, il ne supportait plus le salariat dans l'entreprise ou dans l'organisation publique. Bon. Ce mouvement est tellement général qu'on lui a même donné un nom. Ces cadres qui désertent la grande entreprise, ces cadres à Bac+5 qui désertent la grande entreprise pour un travail indépendant, donc vous voyez, non pas pour les loisirs, mais pour un travail indépendant, un travail à leurs mains, on leur a donné un nom, il fallait que ce soit un nom anglais pour que ça frime un peu et que ça fasse un peu marketing, on les appelle les job outers. Et alors si vous tapez job out sur Internet, vous allez voir qu'il y a des sites entiers qui sont dédiés au récit du job out des cadres. Ils ont même, vous le savez sans doute, si vous lisez un peu la presse, ils ont même leur livre fétiche. Le livre de Jean-Laurent Casselli qui s'appelle « La révolte des premiers de la classe » et qui fait le portrait en sociologue de tout un tas de cadres qui ont déserté l'emploi salarié pour effectivement occuper les boulots amusants que j'évoquais tout à l'heure. Ce livre de Jean-Laurent Casselli a été un tel succès qu'il en est à sa 2e édition augmentée. Il va finir par ne plus avoir assez de pages pour raconter les histoires des déserteurs de la grande entreprise. Bref, vous voyez, je conclus ici ce constat, ce n'est pas le plus important, mais c'était vous donner quelques repères qui permettent de dire effectivement qu'il y a crise. On voit bien, désengagement du travail, risques psychosociaux, perte de sens, blues des cadres, il semble bien effectivement qu'on doit affronter une véritable crise du travail. Et une crise du travail qui, vous l'avez vu, a eu lieu sur une période de temps extrêmement restreinte, 1995 jusqu'à aujourd'hui, c'est à peine 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant qu'a priori, vous pourrez me contredire, mais je ne vois sur cette période, en tout cas pas de façon évidente, je ne vois ni révolution politique, ni révolution culturelle susceptible d'expliquer de façon évidente, en tout cas, cette crise du travail. Ouais, je ne vois ni révolution française, ni mai 68, quoi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est ce que je voudrais inspecter avec vous maintenant, dans cette deuxième partie, en vous proposant deux causes essentielles, tout à fait discutables, tout à fait critiquables, mais c'est, au vu de mes recherches, il me semble que ce sont celles, parmi d'autres, il y en a d'autres bien sûr, mais il me semble que ce sont les deux causes qui m'apparaissent aujourd'hui comme étant les plus robustes, et j'aurais hâte d'en discuter avec vous, mais qui me semblent les plus robustes. Alors quelles sont ces deux causes?
que je retrouve effectivement un peu sur tous les terrains de recherche en entreprise qu'évoquait Guillaume tout à l'heure dans lesquels on est. Deux causes essentielles me semblent constituer de bonnes candidates pour expliquer cette crise du travail salarié. La première cause, c'est une cause qui est plutôt conjoncturelle. Alors, c'est une conjoncture un petit peu longue, hein, mais une première cause qui est susceptible d'expliquer ce coup de mou dans le travail, hein, ce désengagement du travail, c'est que, en fait, sur les 30 dernières années, il y a eu une révolution. Il y a eu une révolution, mais c'est une révolution qui n'est pas très... Elle n'est pas très grand public, elle n'est pas très glamour, elle est assez peu susceptible d'occuper les plateaux de télévision, elle n'est pas très sexy, vous voyez. Bon. Mais pourtant, elle est profonde. Elle est profonde, cette révolution. On en parle peu sur les plateaux, mais elle est extrêmement importante. Ça n'est ni une révolution politique, ni une révolution culturelle, c'est une révolution organisationnelle. Organisationnelle. Les modes d'organisation des entreprises, publiques comme privées, ont été profondément transformés au cours des 30 dernières années. Et cette transformation a été tellement importante que je crois qu'elle a été de nature, effectivement, à dégrader les conditions de travail et à provoquer le désengagement de beaucoup de salariés, cadres ou non cadres. Donc ça, c'est la première raison que je voudrais inspecter avec vous. Il y a eu une révolution, elle n'est pas politique, elle n'est pas culturelle, elle est organisationnelle et elle explique, selon moi, une bonne partie du désengagement, effectivement, des Français pour l'emploi, en tout cas, c'est-à-dire le travail salarié. Première raison conjoncturelle. Deuxième raison, cette raison, elle est plus structurelle, elle est plus profonde. Deuxième raison, elle plonge ses racines dans l'histoire un peu plus longue de notre société. La deuxième raison que je voudrais vous proposer pour expliquer cette crise du travail, cette deuxième raison, je voudrais, juste pour commencer cette intro de la partie 2, l'appeler tout simplement la fin des temps modernes. Je crois qu'une des raisons qui explique la crise du travail aujourd'hui, c'est que nous vivons une période de fin des temps modernes depuis au moins 60 à 70 ans, et que cette fin des temps modernes, elle laisse chaque travailleur orphelin d'une grande cause à poursuivre et à servir à travers son travail. Je crois que cette fin des temps modernes qui est un mot que j'emprunte au grand théologien et philosophe Romano Guardini, que Benoît XVI appréciait tout particulièrement. Guardini, dès les années 50, a écrit un très beau livre qui s'appelle « La fin des temps modernes ». Il l'a écrit en pionnier, en visionnaire, en intellectuel. Mais cette fin des temps modernes que Guardini était capable de diagnostiquer dès les années 50, nous, pauvres mortels, nous la ressentons aujourd'hui dans notre chair depuis, en gros, la fin des années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Et cette fin des temps modernes, elle nous laisse, et elle laisse particulièrement la part du travailleur en nous-mêmes et la part du salarié en nous-mêmes, orphelin de grandes causes à servir au travers de son travail salarié. Et j'essaierai d'expliquer ça en deuxième partie. Hein. Donc, deux causes, la révolution organisationnelle et la fin des temps modernes. Ça va? C'est clair? Ok. Allez, allons-y. Commençons par la première cause. Qu'est-ce que c'est que cette révolution organisationnelle? Bon, je pense qu'on a beaucoup de travailleurs qui nous écoutent ou qui sont dans cette salle. Hein. Vous en avez une idée. Les modes d'organisation de nos grandes organisations publiques et privées ont été mis cul par-dessus tête, profondément transformés au cours des 30 dernières années. Sous l'effet au moins de 4 transformations très importantes de nos économies. La mondialisation qui a conduit évidemment à mettre nos entreprises en compétition avec les entreprises du monde entier, à intensifier la compétition. Donc, premier point, la mondialisation. Deuxième point, la financiarisation, qui a accru les attentes des actionnaires en termes de génération du profit de la part des entreprises et qui a conduit évidemment à des politiques de rationalisation, de cost killing, disent les managers, extrêmement importants dans les entreprises pour diminuer évidemment les moyens, les budgets et essayer de faire toujours mieux avec toujours moins. Mondialisation, accroissement de la concurrence, financiarisation, pression sur les profits, diminution des moyens, digitalisation, l'arrivée du digital que l'on nous vantait dans les années 90, vous savez, c'était la révolution de l'horizontalité et de la collaboration horizontale dans les organisations grâce au digital. Aujourd'hui, pas un travailleur dirait que le digital est l'outil de la collaboration. Le digital, est, au contraire, a été sur les 20 dernières années l'outil d'une espèce de néo-taylorisme assisté par ordinateur qui a permis la taylorisation, y compris très largement du travail des cadres. Parlez-en notamment aux cadres du secteur de la banque et assurance. Ils vous diront, nous ne sommes plus que des pianoteurs sur des ordinateurs qui nourrissons des ordis, quoi. Et notre travail est complètement préformaté, dirigé par des logiciels, des écrans qui s'enfilent les uns après les autres, quoi. Donc mondialisation, financiarisation, digitalisation et évidemment flexibilisation des organisations. Flexibilisation des organisations avec une explosion des contrats précaires dans les organisations. L'INSEE mesure que depuis les années 90, la précarisation de l'emploi et des contrats précaires a été multipliée par 2,5. Par 2,5. Voilà, et donc vous voyez une quadruple cause qui pèse de tout son poids évidemment sur les modes d'organisation des entreprises, au terme de la mondialisation, de la financiarisation, de la digitalisation et de la flexibilisation, et bien évidemment les conditions et le sens du travail contemporain ont été profondément attaqués. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que cette quadruple cause-là a provoqué? Provoqué au moins 3 choses qui sont importantes sur le travail.
D'abord, une première conséquence évidemment de ces 4 causes, très bien renseignée par toute la sociologie quantitative, c'est le sentiment de beaucoup de travailleurs d'une intensification du temps de travail. À la fois, nous travaillons moins dans nos vies, ça c'est vrai, nous avons réduit le temps de travail. En revanche, le temps de travail est de plus en plus intense, avec des travailleurs qui ont le sentiment d'être constamment débordés, de n'être jamais au bout de leur to-do list, d'avoir toujours quelque chose à faire et que souvent ils ramènent chez eux. Pourquoi ce sentiment d'intensification, qui est très bien mesuré par les enquêtes de la DARES, je vous conseille pour ceux qui s'intéressent au travail, la DARES c'est l'Office statistique du ministère du Travail, sur lequel il y a tout un tas d'études très sérieuses et très intéressantes. Ces études montrent que mondialisation et financiarisation ont conduit à de telles politiques de cost-killing et de diminution des moyens que les travailleurs ont de plus en plus le sentiment de devoir faire toujours mieux avec toujours moins. Et par conséquent, 65% d'entre eux disent qu'ils ont le sentiment que leur charge de travail s'est beaucoup accrue au cours des 10 dernières années. Voilà. Donc un sentiment très généralisé d'intensification de la charge de travail. Deuxième conséquence de la financiarisation et de la mondialisation et des politiques de cost-killing, et celle-là elle est plus inquiétante, 55% des Français estiment que désormais ils n'ont plus les moyens de faire du bon travail. Ils n'ont plus les moyens de faire du bon travail. Vous voyez ce que ça veut dire, il faut être sérieux là-dessus. Ça veut dire qu'ils viennent toute la journée, ils se lèvent le matin, ils se fatiguent toute la journée et au terme de leur journée, leur fatigue n'a plus aucun sens puisqu'ils ne peuvent même plus se retourner sur leur journée de travail en disant « ma fatigue a du sens, j'ai fait du bon boulot ». Vous voyez, c'est l'infirmière qui vous dit « j'ai couru toute la journée à l'hôpital et je pars le soir avec le sentiment d'avoir maltraité mes patients ». C'est le banquier qui vous dit « j'ai couru toute la journée, j'ai fait 15 rendez-vous, mais… je n'ai pas satisfait un seul client, je lui ai vendu des produits dont il n'avait pas besoin, j'étais dans la campagne commerciale de trucs, etc. Bon. Et ce sentiment du mauvais travail explique une très large part, évidemment, du désengagement et de la désaffection des Français pour le travail. On a, et c'était, vous savez, un des grands sens du travail, n'allons pas chercher loin le sens du travail, la philosophe Simone Weil disait, vous savez, dès les années 30, grande philosophe du travail, elle disait le sens du travail, c'est tout simple, c'est que l'on puisse se contempler dans son travail. Que l'on puisse, au terme de chacune de nos journées de travail, se retourner sur le travail et dire oh, « j'ai fait du bon Guillaume, j'ai fait du bon Mathieu, j'ai fait du bon Bruno. Et je suis crevé, mais je ne me suis pas crevé pour rien. Ça a de la mine, j'ai produit du beau monde, je peux en être fier, vous voyez ?» Vous voyez là toute l'allégorie, Simone Weil était très pétrie évidemment du discours chrétien sur le travail. Vous voyez toute l'allégorie avec ce que Jean-Paul II appelait le premier évangile du travail, qui est le récit de la création. Dans le récit de la création, Jean-Paul II nous disait « mais dans le récit de la création du Dieu créateur, les premières lignes de la Genèse, on a toute une grande allégorie finalement du sens du travail. On a un Dieu qui est au travail et qui tous les soirs se retourne sur sa création. Il voit que cela est bon, que c'est du bon boulot. Par conséquent, il dort bien du sommeil du juste et le lendemain, il recommence. Bon. Eh bien, finalement, cette allégorie, elle est valable pour tout travailleur. Le sens du travail, c'est avant tout, évidemment, non pas l'absence de fatigue, ce serait ridicule, le travail sera toujours fatigue, évidemment, mais une fatigue qui est sublimée dans le sens. Je peux être fier de ce que j'ai fait. J'ai rendu de bons services, j'ai fabriqué du beau monde, j'ai fait des bons soins, j'ai fait un bon cours, j'ai vendu des beaux produits financiers, etc. Lorsque, évidemment, sous le coup de la rationalisation et des objectifs de profitabilité, cette possibilité s'effondre, et c'est le sens même du travail qui s'effondre. Donc, première difficulté, effectivement, c'est l'intensification du travail, et l'intensification du travail qui conduit de moins en moins à trouver la compensation de nos efforts dans la contemplation de notre travail et dans le bon travail. Premier point, intensification du travail, au terme, effectivement, de la mondialisation, de la financiarisation, de la digitalisation et de la précarisation. Deuxième élément tout à fait intéressant, c'est la question des marges de manœuvre. Est-ce que j'ai de l'autonomie dans mon travail? Est-ce que mon travail m'appartient? Est-ce que j'en suis l'auteur? Vous vous souvenez que Paul VI, dans Popularum Progressio, disait « tout travailleur, qu'il soit salarié ou pas, l'honneur du travail, le sens du travail, c'est d'être toujours en partie le créateur de son propre travail. » Paul VI disait « tout travailleur doit pouvoir être un créateur. » Même lorsqu'il travaille dans la grande entreprise, Jean-Paul l'a ajouté, y compris quand il travaille dans la grande entreprise, il doit avoir un périmètre dans lequel il exprime sa subjectivité et ses talents, et dans lequel il peut avoir le sentiment, dans un périmètre bien sûr, de travailler comme à son compte, disait Jean-Paul II. Évidemment, étouffer les possibilités de création du travailleur, c'est étouffer sa dignité d'homme. Marx aurait dit, c'est aliéner le travail. Faire que ce ne soit plus un humain qui travaille, évidemment, mais un animal. Vous vous souvenez à quel point Marx avait une vision grandiose du travail. Bon. Et que l'aliénation, chez lui, n'est au contraire, évidemment, que l'aliénation contemporaine dans les formes du travail contemporaine.
Mais au contraire, chez Marx, il y a évidemment une adoration du travail complètement délirante, et certainement excessive d'ailleurs par ailleurs. Eh bien, ce que montre toute l'évolution du travail sur les 30 dernières années, les études de la DARES, c'est une réduction des marges d'autonomie dans les entreprises. Une réduction des marges d'autonomie. C'est-à-dire des salariés qui ont de moins en moins l'impression, effectivement, d'être créateurs de leur travail. Et vous n'allez pas en revenir, vous allez me dire que décidément, ils sont martyrisés. Cette réduction des marges d'autonomie, les études de la DARES montrent qu'elle touche particulièrement les cadres. Ce sont particulièrement les cadres qui ont le sentiment que leurs marges d'autonomie sont effondrées. Et là, c'est totalement paradoxal. Parce que le cadre, c'est au contraire celui à qui on demande de beaucoup travailler, mais on lui laisse beaucoup d'autonomie, comme il est diplômé, intelligent, qu'il a de l'expérience, etc. On lui laisse beaucoup d'autonomie pour animer son équipe, marquer son travail de sa subjectivité, de son intelligence. Eh bien, les chiffres montrent que la catégorie des salariés qui ont vu leur marge de manœuvre les plus rognées sur les 30 dernières années, ce sont précisément les cadres. Précisément les cadres. Avec des expressions, moi qui suis plutôt un ethnographe, un qualitativiste, des expressions venant de cadres tout à fait surprenants, je vous en donne quelques-uns. J'ai des cadres qui me disent « Oh, de toute manière, nous ici, on n'est plus que des ouvriers en costard. » J'ai une belle cravate, là, comme monsieur, il y a quelqu'un dans le public qui a une cravate, mais ils disent « Voilà, je mets une cravate, mais en fait, je suis un ouvrier, quoi. » Bon. D'autres me disent « Moi, je suis cadre, je suis un simple passeur de plats. Moi, en fait, mon boulot, c'est que je descends de l'information et j'en remonte, quoi. » Mais je ne prends aucune décision. Les derniers, les plus critiques, nous disent « Oh, vous savez, ici, finalement, on n'est que des pions. » Ouais, le pion aux échecs, c'est la pièce qui est parfaitement interchangeable, quoi. Bon. Et donc, non seulement les marges de manœuvre s'effondrent, donc le sentiment d'avoir un travail à soi dans lequel on implique sa subjectivité et son intelligence, évidemment, s'effondre, hein, mais en plus, ces marges de manœuvre et ce manque d'autonomie remontent dans la hiérarchie. Je vous prends un petit exemple tout simple qui m'a beaucoup marqué. C'était il y a 3-4 ans, j'intervenais pour une grande compagnie d'assurance avec le directeur régional. Le directeur régional dirigeait 600 personnes. 45 ans, bac plus 5, belle école, il s'appelait Jacques. Bon. Et je présente à ce Jacques un diagnostic, et évidemment comme tout chercheur qui intervient ou comme tout consultant, un diagnostic et un plan d'action, bien entendu, et un plan d'action. Et je préviens Jacques en lui disant, tu sais, moi je ne crois pas du tout au grand soir dans les organisations, donc le plan d'action que je vais te proposer est un plan d'action extrêmement simple, enfin vraiment, il n'y a absolument pas de grand soir, ce sont des trucs très concrets, très modestes, enfin tu risques de ne pas être très impressionné, et je présente mon plan d'action à Jacques, qui était composé effectivement de mesures extrêmement simples. Et je vois Jacques se décomposer pendant la présentation du plan d'action. Vous imaginez à quel point j'étais moi-même décomposé en me disant, décidément, ça ne lui plaît pas, c'est pas intéressant du tout. Bon. Et puis je finis le plan d'action et je dis à Jacques, Jacques, ça ne te convient pas, je vois que tu fais la grimace depuis tout à l'heure. Il me dit, mais non Mathieu, ton plan d'action, il est constitué de choses modestes, effectivement, mais je suis comme toi, me dit-il, je ne crois pas au grand soir, donc je suis tout à fait d'accord avec les directions que tu me proposes là, non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, Jacques, alors? Il me dit, mais non, c'est que ce que tu considères, toi, comme étant des petites décisions minables, de bout de ficelle, mais utiles, eh bien, il n'y en a pas une dont moi, directeur régional de cette assurance de 600 personnes, il n'y en a pas une dont je peux décider seul. Et j'anticipe déjà la bataille qu'il va falloir me mener avec le niveau corporate, de telle manière que je puisse faire les trucs que toi, tu juges très modestes au niveau de ma région. On va me reprocher que c'est pas partout pareil, que je respecte pas les standards RH, pas les standards du contrôle de gestion, pas les KPI, que je mets le bazar, que je suis un dissident, enfin, etc., etc. Voilà. Jacques, depuis, travaille à son compte, hein, il est parti. Donc, effondrement, vous voyez, intensification du travail, effondrement de l'autonomie, effondrement aussi de la reconnaissance. C'est très frappant. Et je reste uniquement là sur la reconnaissance financière, mais évidemment, la financiarisation, sur laquelle on pourra revenir dans les questions si vous voulez, mais la financiarisation notamment de nos grandes entreprises, elle a provoqué quoi? Elle a provoqué une grande déformation du partage de la valeur ajoutée. Pour faire très simple, depuis 25 ans, on observe dans toutes les grandes économies développées que la valeur produite par l'entreprise va de plus en plus aux actionnaires et de moins en moins aux salariés. Eh bien, ça crée évidemment une troisième cause qui conduit à la désertion du travail, c'est que les salariés ont l'impression que leur travail s'intensifie, qu'ils ont moins en moins de marge de manœuvre et qu'ils sont de plus en plus perdants dans la relation à l'entreprise, qu'ils ne sont pas payés à la hauteur de leurs efforts. Là aussi, je renvoie aux études de la Fondation Jean Jaurès, c'est tout à fait frappant. Quand on pose la question aux Français dans les années 90, quand on leur dit « Êtes-vous gagnant ou perdant dans la relation à l'entreprise ?» En 1995, 25% des Français disent « Je suis perdant ». Ce qui veut dire, ce qui est plutôt réjouissant, 75% des Français disent « je suis gagnant, tout va bien ». Quand on repose la même question 30 ans plus tard, c'est désormais 50% des Français qui disent « je suis perdant dans ma relation à l'entreprise ». Voilà. Donc vous voyez, une révolution organisationnelle dont les causes racines sont mondialisation, financiarisation, digitalisation et flexibilisation,
et qui a provoqué effectivement une intensification du travail, un effondrement des marges de manœuvre et un effondrement du sentiment de reconnaissance. Évidemment, vous imaginez bien qu'au carrefour de l'ensemble de ces causes et de leurs conséquences, on n'est pas tellement surpris que le travail salarié fasse l'objet de moins d'engagement et fasse un peu moins rêver, quoi. Donc il y a bien une mutation, il y a bien une révolution, mais cette révolution, elle est organisationnelle et elle explique très largement le pas de côté que les Français prennent vis-à-vis du travail, en tout cas du travail salarié, et on comprend qu'ils préfèrent bricoler, bénévoler ou s'installer à leur compte, y compris dans des métiers exotiques du type traiteur, alors qu'ils sont diplômés à Bac+5. Ça, c'est la première cause, qui me semble être une cause conjoncturelle. Deuxième cause, celle-là, elle est plus délicate, mais il me semble qu'on ne peut pas l'éviter. Il me semble effectivement qu'il y a une deuxième cause qui est susceptible d'expliquer cette désaffection grandissante des salariés pour le travail. Et cette deuxième cause, c'est, vous savez, ce clin d'œil que je faisais à Romano Guardini, c'est cette histoire de fin des temps modernes. Voilà. On serait à la fin des temps modernes, et même si on ne l'a pas bien conscientisé, on le ressent quand même bien. On le ressent quand même bien. De quoi je parle? Qu'est-ce que c'est que cette fin des temps modernes? Je vais tout de suite vous rassurer, c'est quelque chose de très simple. La fin des temps modernes, c'est tout simplement la fin de l'idée de progrès. La fin de l'idée de progrès. Nous sommes de moins en moins convaincus que dans nos entreprises, que le développement de nos entreprises, que la croissance économique, que la multiplication de nos moyens techniques d'intervention sur le monde, que notre activisme techno-économique qui passe par nos grandes entreprises, etc., on est de moins en moins convaincus que tout ça nous amène tout droit vers un monde meilleur. Voilà. On est de moins en moins convaincus quand on va travailler tous les matins que notre minuscule trajectoire au service de l'entreprise soit immédiatement reliée à une grande cause qui serait le progrès ou l'amélioration de l'humanité, quoi. Et je dirais même que c'est devenu très largement l'inverse. C'est devenu très largement l'inverse. Et de ce point de vue-là, ce qui servait de voûte de légitimation à tout l'activisme économique du XXe siècle s'est effondré. La fin du XIXe siècle, qui est le moment de l'invention de la grande entreprise, et le XXe siècle, a été portée par cette conviction, croissance économique, développement de nos entreprises, développement des techniques, innovation, etc., nous conduisait nécessairement vers un monde meilleur. Chaque salarié, quand il allait travailler dans une grande entreprise, il était convaincu que sa participation était minable, mais c'était quand même une participation à une grande œuvre dont on pouvait être fier. On était convaincu effectivement que nos entreprises allaient nous permettre de développer des richesses, vaincre les famines, vaincre les maladies, allonger la durée de vie, rendre la vie humaine confortable, etc. Enfin, c'était absolument extraordinaire, quoi. On vivait une époque, évidemment, dans laquelle chaque travailleur pouvait relier sa trajectoire à une grande destinée, à une grande finalité qui était le progrès, la croissance, le développement, etc. Pour bien le voir, vous voyez, lorsque petit ouvrier, au cours du XXe siècle, j'allais travailler par exemple chez Bayer. Vous voyez Bayer, le grand chimiste allemand, quoi. Quand j'allais travailler chez Bayer, qui inventait les pesticides qui allaient faire exploser les rendements agricoles et permettre de nourrir tout le monde, ou qui inventait les antibiotiques qui allaient permettre d'allonger la durée de vie, j'avais aucun doute que modeste ouvrier chez Bayer, non seulement je nourrissais ma famille, mais en plus je participais au progrès de l'humanité. Aucun doute là-dessus. Lorsque j'allais travailler chez General Electric ou chez EDF, qui électrifiait tous les foyers français ou américains, etc., bien là aussi, ma modeste contribution avait du sens. J'avais aucun doute sur le fait que le confort allait être apporté de tous les ménages, etc. Même lorsque j'allais, ça ferait sourire aujourd'hui, vous voyez bien, mais même lorsque j'allais chez Standard Oil ou à la Compagnie française des pétroles, l'ancêtre de Total, que j'extrayais les hydrocarbures du sol pour les mettre dans des tracteurs, dans des avions, dans des voitures qui permettaient de se déplacer, de décupler la productivité du travail humain, j'avais aucun doute sur le fait que je participais à une œuvre magnifique, une œuvre de progrès. Lorsque chez Ford ou Renault, je multipliais les automobiles de moins en moins chères à la portée de toutes les bourses, j'avais pas de doute que j'allais accroître évidemment le confort de vie de l'ensemble des Français. Lorsque chez AT&T ou France Télécom, je mettais le téléphone dans tous les foyers, j'avais aucun doute sur le fait que je participais à une œuvre formidable. Lorsque chez Air France, et je pense à mon grand-père, je faisais voler les ailes de la France partout dans le monde et je multipliais les destinations, mais j'étais complètement estampillé Air France. Vous voyez, mon sac s'appelait Air France, mes vacances c'était Air France, j'avais des autocollants Air France sur ma voiture. Enfin, j'étais un minable salarié d'Air France, mais je participais à un projet dont je pouvais être fier. Bon, eh bien, vous avez bien compris, évidemment, que si aucun de ces salariés ne pouvait douter du fait qu'il participait à la construction d'un monde merveilleux, eh bien, aujourd'hui, cette époque est révolue, bien entendu. Cette époque est révolue. On est de moins en moins convaincus que ce qui sort de nos usines et plus largement de nos entreprises nous conduit inéluctablement vers un monde meilleur, On peut même dire pire. C'est de plus en plus l'inverse, évidemment. On est de plus en plus convaincu qu'au contraire, notre activisme techno-économique, il est porteur de nombreux dangers, il est porteur de nombreux risques. Il y a un intellectuel allemand, c'est marrant, il est très connu dans les milieux universitaires, il est assez peu connu du grand public, je vous conseille d'aller le lire, qui s'appelle Ulrich Beck.
qui a beaucoup insisté sur le fait que la grande cassure de notre modernité tardive, là, c'était le fait que nous étions entrés dans la société du risque. Dans la société du risque. Et donnez-moi 2 secondes pour vous expliquer ça, parce que c'est très parlant. Il dit effectivement, on a un problème avec l'économie, on a un problème avec le travail. Pourquoi? Parce que nous avons complètement changé de paradigme. Jusqu'à la fin des années 70, nous vivons dans un paradigme dans lequel, en gros, la nature est hostile, elle ne nous donne pas facilement à manger. La nature est hostile parce qu'il y a des microbes, parce qu'il y a des épidémies, parce qu'il y a des aléas climatiques, etc. Et donc, effectivement, il faut domestiquer la nature grâce aux techniques, à l'économie, à l'industrie, aux grandes entreprises, de telle manière, effectivement, que l'on fasse baisser les risques en provenance de la nature et que l'on développe, effectivement, la vie humaine. Donc, en gros, jusqu'en années 70, on vit dans un paradigme dans lequel le risque est exogène aux activités humaines. Le risque, c'est la nature, et ce qui va nous permettre de domestiquer ces risques, c'est l'activité humaine, qui va nous permettre de soigner, de labourer, etc., etc. Et Ulrich Beck nous dit évidemment, qu'est-ce que c'est que la société du risque? C'est tout simplement le fait que nous sommes, depuis une trentaine d'années, rentrés dans le paradigme inverse. Aujourd'hui, ce n'est pas la nature qui nous fait peur, vous l'avez remarqué. Au contraire, il y a tout un tas de gens partout qui s'agitent pour dire « mais la nature, il faut la protéger, il ne faut surtout pas y toucher, etc. » Et alors, d'où viennent les risques? Les risques aujourd'hui, ils viennent des activités humaines elles-mêmes. Ce sont les activités humaines. Les risques aujourd'hui sont endogènes aux activités humaines. Aujourd'hui, la plupart des risques qui nous font peur viennent très largement de notre activisme techno-économique et de nos entreprises, bien entendu. Aujourd'hui, quels sont les risques qui nous inquiètent? Ils sont tous liés au travail humain, à l'activisme techno-économique humain, bien sûr. Quels sont les risques qui nous inquiètent? J'en cite quelques-uns, mais vous les avez tous en tête et vous pourrez continuer. Bien entendu, la crise climatique, vous écoutez la radio, donc vous ne l'avez pas raté, évidemment, mais elle est quand même là. La crise climatique, l'épuisement des écosystèmes lié à nos émissions de carbone, qui est lié très largement, évidemment, à notre activisme techno-économique, à l'activité de nos grandes entreprises et à notre travail. Deuxième type de crise qui nous inquiète, des catastrophes, bien sûr, mais qui sont de moins en moins des catastrophes naturelles, et qui sont de plus en plus des catastrophes industrielles, dont la presse se fait l'écho très régulièrement. Catastrophes industrielles nées de l'industrie nucléaire, de Three Mile Island, en passant évidemment par les Japonais. Donc catastrophes industrielles nées de l'industrie nucléaire, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, on se souvient de Bhopal, d'AZF, de l'Usinor, etc. Quels sont les risques encore qui nous inquiètent? Les crises boursières, qui sont consécutives à notre activisme et à notre innovation financière totalement débridée. On invente des subprimes, des crédits ninja, etc., que personne ne contrôle, que l'on titrise, qui se noient effectivement dans des obligations que plus personne ne maîtrise. Donc ça nous inquiète. En 2008, ça a failli quand même ça nous a coûté très très cher et ça aurait pu nous coûter beaucoup plus cher. Quels sont les risques qui nous inquiètent encore? Les risques liés aussi à la digitalisation croissante du monde. Digitalisation croissante du monde, on se rend compte qu'elle nous expose au cyber-risque, à la manipulation en ligne, aux risques sociaux d'isolement, et puis dont on n'est pas sûr que ça fasse du développement humain et que ça nous annonce un progrès humain tout à fait radical quand on constate l'isolement grandissant, la baisse des capacités d'attention, les baisses de QI pour la première fois mesurées, l'explosion de l'obésité aux États-Unis, y compris chez les jeunes, l'explosion des maladies cardiovasculaires, etc. Enfin, vous voyez, quand on travaille dans les new tech, on n'est pas certain que tous les jours on sert une cause qui va faire le progrès et le développement de l'humanité, quoi. Non. Qu'est-ce qui nous inquiète encore? C'est l'activisme des nouveaux marchés autour notamment de l'augmentation du vivant. Vous voyez, aujourd'hui, on sait qu'au carrefour des nanotechnologies et puis du génie génétique, on va pouvoir de plus en plus, maintenant que la nature est exsangue, la nature à l'extérieur de l'homme est exsangue, on va pouvoir, grâce au travail humain, dans les grandes entreprises de la Californie américaine ou de la Chine extrêmement active, on va pouvoir développer de nouveaux marchés qui sont celui de la manipulation de la nature à l'intérieur de l'homme. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète aussi, c'est le développement. Et alors là, c'est tout à fait frappant, c'est le développement dans toutes nos entreprises de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, non pas qu'elle doit fondamentalement nous inquiéter, mais ce qui doit nous surprendre, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle va produire. On ne sait pas ce qu'elle va produire. Et pourtant, notre puissance innovante ne s'arrête pas. On ne sait pas ce qu'on va produire, mais on sait qu'en tout cas, on y va. Je vous fais un tout petit clin d'œil, j'étais avec une grande entreprise française dont je tairai le nom la semaine dernière, qui fabrique des pneus et dont le... C'était censé vous faire sourire. et j'étais avec le patron de l'intelligence artificielle qui disait très tranquillement, résultat de leur réflexion éthique, 5 ans dans cette entreprise, ils faisaient la liste de tous leurs doutes, et de façon très honnête et très transparente. Attention, il y a ce risque-là, il y a celui-là, il y a celui-là, puis il y a celui-là encore. Et il concluait en disant « mais nous n'avons pas le choix de ne pas y aller. Nous n'avons pas le choix de ne pas y aller. »
Et donc effectivement, aujourd'hui, la puissance que l'homme exerce à travers son travail, augmentée, décuplée par la grande entreprise et ses technologies, on a l'impression de plus en plus que c'est une puissance qui va tout seul, quoi. Qui va tout seul. Et la participation à cette puissance qui va tout seul, dont on a l'impression que rien ne peut l'arrêter, y compris les risques quand ils sont bien répertoriés, eh bien évidemment, loin d'enthousiasmer les travailleurs, elle a plutôt tendance à les inquiéter. Romano Guardini en déduisait l'idée que toute la révolution industrielle et toute l'invention de la grande entreprise, c'est une histoire du travail humain dont la puissance d'intervention sur le monde, dont la créativité est décuplée par la grande entreprise et ses technologies, et que l'enjeu de la fin du XXe siècle, il écrivait ça dès les années 50, ça n'était plus de continuer de développer la puissance du travail humain et de son intervention sur le monde, mais c'était de développer la puissance sur la puissance. C'est-à-dire d'être capable de gouverner notre puissance, et notamment notre puissance techno-économique telle qu'elle s'exerce dans nos entreprises. Eh bien, je ne suis pas sûr aujourd'hui que chaque travailleur soit capable de dire oui, on gouverne, on sait où on va, on fabrique du beau monde, je signe, et ça a du sens, quoi. Et donc, on n'est pas surpris, évidemment, dans ces conditions-là, que beaucoup de travailleurs voient de moins en moins de sens dans le travail au service de la grande organisation, qu'elle soit publique ou privée. Et s'ils voient de moins en moins de sens au travail de la grande organisation, ben, ils vont chercher du sens ailleurs. Ils vont chercher dans la famille, dans les amis, dans les loisirs, ou alors ils vont chercher du sens dans un travail à eux. Un travail dont on gouverne les finalités, les moyens, le jardin, le bricolage, le travail indépendant, etc. Tout ça, c'est un travail que je peux contrôler, c'est un travail qui est à ma main, c'est un travail auquel je peux donner du sens. Voilà. 2 mots pour conclure. Il me semble qu'effectivement, on comprend mieux le coup de mou dans le travail si effectivement on le voit comme étant la conséquence des 2 causes principales que je vous propose de discuter ensemble maintenant. Il me semble que ce coup de mou trouve son origine à la fois dans la révolution organisationnelle des 30 dernières années, qui a conduit effectivement à une dégradation des conditions de travail, intensification, chute de la reconnaissance, chute de l'autonomie et des marges de manœuvre. Première raison. Et donc, elle nous indique, évidemment, cette première raison, le fait qu'il va falloir travailler, et on a commencé à le faire, sur la réforme des modes d'organisation et des modes de management de nos grandes organisations. Premier point. Deuxième cause, et celle-là, elle est plus difficile à attraper, et ce sera probablement plus difficile d'en sortir, la grande voûte de légitimation de notre activisme travailleur sur le siècle dernier, ça a été l'idée de progrès. L'idée que dans nos entreprises, dans nos organisations, tous les jours se construisait indubitablement un monde meilleur et que le moindre petit salarié pouvait effectivement tisser sa trajectoire minable avec effectivement l'idée d'un grand développement, eh bien cette voûte de légitimation du progrès, elle s'est effondrée. Et donc je crois qu'il va falloir inventer de nouveaux imaginaires désirables pour le travail humain, de nouveaux imaginaires désirables, et que ça va certainement nous prendre un peu de temps. En tout cas, il est certain que augmentation de la puissance, croissance économique et profit, ça ne suffira pas à donner du sens et du sens engageant pour les travailleurs du quotidien. Voilà. Donc on a pas mal de boulot si on veut tenter de réenchanter le travail. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et j'attends vos questions et réactions avec grande impatience. Oui, merci beaucoup Mathieu pour cet exposé. Donc je vais lancer la séance de questions. Oui. Alors, il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, mais on peut peut-être en parler. C'est la question du reporting, parce que dimanche, je discutais avec un cadre de banque, que moi je le fus il y a 20-25 ans, cadre de banque, on comparait nos situations à 25 ans d'écart. Et il me demandait combien de temps me prenait le reporting en moyenne par jour, à l'époque où je travaillais dans la banque. On rentrait quelques chiffres clés le soir, 10 minutes. Et lui m'a expliqué qu'il avait à peu près 2 heures de reporting par jour. C'est ce qu'il avait calculé. Et que c'était un des éléments qui lui rendait absolument insupportable. Donc reporting, surveillance, absence de confiance. Oui, ce qui permet. Alors d'abord, tu as tout à fait raison, je confirme que bien sûr, c'est devenu même. Le reporting, c'est la face un peu immergée de l'iceberg. Ça, au moins, tout le monde en parle. Tous les cadres me disent je croule sous les tableaux de bord, les redditions de comptes, les tableaux Excel, c'est épouvantable. Je ne fais plus mon métier, mais je remplis des tableaux à longueur de temps. Ça, c'est évidemment tout à fait juste. La question, c'est pour quelle raison ? C'est d'où ça vient ? Ça vient d'une des mutations de notre capitalisme que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'accroissement du reporting, c'est l'enfant fou de la mondialisation et de la financiarisation. Comment le comprendre ? Je n'ai pas besoin, je reviens aux bases du capitalisme. Quand je suis patron propriétaire de mon entreprise de taille moyenne, ai-je besoin de reporting ? J'ai 150 salariés, je suis le patron, je fais ça depuis que je suis tout petit, je suis à la fois le propriétaire et le dirigeant.
Je connais l'activité, je connais sa salarié, je connais le travail, je suis un industriel, etc. Je n'ai pas besoin de leur demander des comptes toutes les 30 secondes. Je peux avoir confiance, je connais le business, d'un coup d'œil, je vois où on en est, etc. etc. Or, toute l'histoire du capitalisme du XXe siècle, c'est l'histoire d'un éloignement des instances de contrôle du travail lui-même. D'un éloignement des instances de contrôle du travail lui-même. Et plus les instances de contrôle du travail sont éloignées du travail, plus elles ont besoin, comme elles ne le voient plus et qu'elles ne le comprennent plus elles ont besoin de chiffres, plus elles ont besoin qu'on les rassure très très régulièrement. Pour être concret avec vous, c'est quoi cet éloignement? Peut-être que vous entendez parler de ça depuis la première fois. Il y a eu différentes étapes. Dans un premier temps, les années 30, c'est la grande séparation entre la propriété des entreprises et la direction des entreprises. C'est-à-dire que ceux qui dirigent les entreprises n'en sont plus les propriétaires. Ça, c'est la grande, évidemment, la première grande bifurcation des années 30. Donc, celui qui est actionnaire n'est plus celui qui dirige. Donc, celui qui est actionnaire, comme il n'est plus dans l'entreprise tous les jours, il a déjà envie qu'on lui rende des comptes. Ça, c'est dès les années 30. Et puis, évidemment, la deuxième mutation et l'éloignement, c'est la mondialisation des années 90 et de 2000. Parce que tant que mon actionnaire habite en France, dans ma région ou à 3 pas de chez moi, il peut demander de la reddition de compte, mais en même temps, il entend parler de l'entreprise, il la voit, enfin, etc., etc. Lorsque cet actionnaire, il habite à l'autre bout du monde, il ne connaît absolument rien au métier et il ne voit jamais l'entreprise, lui, évidemment, il est demandeur constamment de reddition de compte. Surtout que désormais, la seule finalité, c'est la grande déformation du projet de l'entreprise. Comme il n'est pas un industriel, qu'il n'est pas un professionnel, la seule finalité de son investissement, c'est le retour sur investissement, bien sûr. Par conséquent, non seulement il a besoin de beaucoup de reporting parce qu'il est très loin et qu'il ne connaît pas du tout l'activité, donc il a besoin d'être rassuré, mais il a besoin d'un reporting financier extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a vendu aux personnes dont il collecte l'épargne. Donc, plus les instances de contrôle du travail sont éloignées du travail, évidemment, plus on assiste à une inflation du reporting. Ouais. Et ce sentiment que personne ne nous fait confiance après. Et ce sentiment, bien sûr, que personne ne nous fait confiance. Oui, bien sûr. Ce sentiment que personne ne nous fait confiance. Et il faut dire également que j'ai bien peur que parmi les solutions que l'on met en place aujourd'hui pour essayer de rééduquer l'entreprise, on en rajoute 3 couches en termes de reporting. Tu vois bien qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, toutes les personnes qui sont entichées de comptabilité extra-financière, vous voyez, de programmes RSE pour montrer que l'entreprise ne fait pas que du profit, mais qu'elle sert aussi la cause écologique, l'intégration des handicapés, l'égalité homme-femme, etc., etc. Là aussi, on demande une reddition de compte à la société qui est loin de l'entreprise et ne la connaît pas, qui multiplie les indicateurs, les tableaux de bord, de façon absolument pas tricotée avec sa stratégie. Donc, il est possible de temps en temps qu'à trop vouloir faire le bien, on aggrave encore les maux que tu évoquais. Alors, on va pouvoir prendre des questions dans la salle. Ceux qui sont à distance peuvent nous poser des questions par le système de messagerie. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Il y en a déjà une. Peut-être une question dans la salle et je vais aller voir ce qu'est la question à distance. Allons voir direct. Ah oui, Franz. Peut-être une question autour de la perte, alors perte de sens, etc. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une mutation complète du marché du travail avec une perte de la production. Et on s'est beaucoup centré sur des métiers de service. Est-ce que ça ne contribue pas quelque part à une perte de concret dans la vie des entreprises et donc dans la vie des salariés, cette généralisation du service à outrance qu'on a du mal à monitorer. On revient sur les tableaux de bord, etc. Donc, cette perte du travail productif dans production matérielle. Oui, c'est la matérialité. Ouais, la matérialité, tout à fait, versus le travail du service qui est beaucoup moins concret. Ouais. Oui, alors oui, là ce que tu incrimines, et effectivement, c'est pas l'option que je prends moi, c'est la tertiarisation de l'économie. Alors, d'abord, tu as évidemment raison qu'il y a une matérialité du travail industriel qui fait on a toujours l'idée qu'on voit le produit, on voit ce que l'on fait. Bon. En même temps, je voudrais un tout petit peu déromantiser le travail industriel parce que tu sais comme moi que l'industrie aujourd'hui est très souvent de plus en plus consommatrice de capitaux. Donc l'industrie, c'est évidemment souvent le royaume du gros et donc c'est le royaume aussi du travail divisé. Et donc tu sais comme moi que depuis un siècle, y compris dans l'industrie, la plupart des travailleurs ne voient pas très concrètement la matérialité de ce qu'ils font. Quand je fabrique un avion ou une voiture, je fabrique effectivement une petite pièce absolument minable en étant frustré à la fois très souvent du produit fini, mais également de la relation avec le client.
également de la relation avec le client. À l'inverse, dans les services, si je prends le type de ce que je connais bien, la banque assurance, les soins et les médico-social, on a toujours l'idée effectivement que le service est très immatériel. Alors c'est vrai et en même temps pas tout à fait, parce que dans le service il y a la joie, ce qui définit le service c'est souvent la coproduction avec le client. Donc à défaut de voir le produit dans sa matérialité, on voit le client et ce que l'on fait au client. Et la relation avec le client, elle est très potentiellement vectrice de sens. Lorsque je suis infirmier, lorsque je suis conseiller en banque ou quand je suis vendeur dans un front office de magasin, certes la matérialité de ce que je fais n'est pas très claire, en revanche mon client il est en face de moi et il exprime ou il n'exprime pas de la satisfaction. Lorsque je fais de l'accompagnement d'enfants ou de jeunes handicapés dans une association du médico-social, j'ai l'enfant en face de moi. Bon. Et ce que je constate c'est que effectivement beaucoup de travailleurs, par exemple la montée des incivilités dans les services, tu vois bien dans les plateformes téléphoniques par exemple, on voit bien que l'on forme de plus en plus les téléconseillers à faire face aux incivilités qui sont de plus en plus nombreuses. Mais pour quelles raisons ? Est-ce parce que les Français seraient devenus de plus en plus incivils et les pauvres travailleurs des services en feraient les frais quand ils sont au téléphone ? Ou est-ce parce que le service tellement rationalisé que l'on propose à ses clients fait qu'il est insupportable et que ça met les clients en boule et qu'ils grognent à longueur de temps. Bon, moi je ferais plutôt ce pari-là. C'est-à-dire que c'est pas tellement… il y a une matérialité parce qu'il y a le client. Le problème, c'est quand je suis confronté à un client qui fait de plus en plus grise mine, qui n'est pas satisfait et qui le dit. Or, les conditions de la séduction contemporaine font que les salariés du front office, me semble-t-il, sont de plus en plus confrontés à des clients qui effectivement font grise mine et ne sont pas tout à fait satisfaits du service qu'on leur rend. Après, il y a plusieurs réalités dans les services. Bien sûr. Il y a des métiers totalement déconnectés du client final. Oui. Oui, bien sûr. Bon, ben, si tu prends, alors pour prendre du service, mais alors qui est quasi de l'industrie et du service dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui s'est énormément développé, qui est notamment la logistique, dont on a beaucoup parlé, y compris des entrepôts Amazon, etc. Oui, on voit bien alors là que du coup, c'est à la fois intensification, baisse des marges de manœuvre et perte de sens devant l'absence aussi du client. Ouais. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi une séparation entre justement le côté stratégique et le côté opérationnel qui fait qu'il y a un manque de compréhension et du coup les gens ont un peu l'impression de travailler dans le vide. Moi, si je prends l'exemple du milieu dans lequel je travaille, moi je travaille dans l'hôtellerie et les personnes qui travaillent dans l'hôtel ne comprennent pas ce que font les personnes du siège et vice-versa. Il y a beaucoup d'incompréhension et du coup les gens qui travaillent sur la partie stratégique ne voient pas trop le sens de ce qu'ils mettent en place et à l'inverse, ceux qui sont très opérationnels ne voient pas forcément aussi le sens de leur travail opérationnel, de réception, etc. Ouais. Si, alors ça je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Là vous rentrez dans un certain niveau de détail, mais je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous. C'est un des risques du gros. Évidemment, dans le gros, on a des sièges, on a des unités de production et on a de l'éloignement géographique le plus souvent entre les deux. Le problème, c'est que ceux qui pensent la politique qui sera mise en place sur les sites de production sont des gens qui sont très peu en contact avec les sites de production, qui ont très peu l'occasion d'expliquer, de construire ensemble, etc., etc. Et donc, ça crée bien souvent, évidemment, un divorce grandissant entre les équipes de siège et les équipes opérationnelles. Divorce que je constate bien, hein, que je vois tous les jours. Des équipes opérationnelles qui disent oh, là-haut, ils sont complètement ailleurs, ils n'ont aucune idée du travail réel, ils sont complètement déconnectés, ils font n'importe quoi. Et du coup, au lieu de prendre des décisions qui nous aident à travailler, ils prennent des décisions qui nous mettent des bâtons dans les roues et qui nous empêchent de travailler dans les sièges. Et de l'autre côté, parce que tout le monde est gentil là-dedans, hein, lorsque je vois ces cadres de siège, les cadres de siège disent « Les gars de terrain, ils sont sympas, mais alors… » Ils sont conservateurs, le moins de changement leur fait peur. Et alors là, la mauvaise littérature managériale donne aux cadres de siège une super excuse. Je pense que les opérationnels, ils résistent au changement. Et alors là, quand vous avez dit ça, là, c'est la messe est dite, quoi. Hein, la messe est dite. Bon, mais pour aller dans le sens de ce que vous dites, je constate quand même, et toutes les enquêtes européennes le montrent, qu'il y a des pays qui font mieux que nous en termes de conditions de travail et de rapport au travail, et notamment, c'est ballot de le dire parce que vous l'avez déjà entendu, mais notamment les pays du nord de l'Europe. Or, ces pays du nord de l'Europe se caractérisent par quelque chose qui va tout à fait dans le sens de votre question. Ces pays du nord de l'Europe se caractérisent par un modèle de gouvernance de l'entreprise qui n'a rien à voir avec le nôtre. C'est un modèle que l'on essaie de copier depuis 50 ans en France, dont le patronat français, et je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi, ne veut absolument pas entendre parler, ce qui est surprenant. C'est le modèle de la codétermination, c'est le fameux modèle allemand, dans lequel justement les équipes de siège ne peuvent pas totalement s'abstraire du travail de terrain. Pourquoi ? Parce que dans les conseils de surveillance et dans les conseils d'administration, il y a des salariés à parité avec les actionnaires.
Ce que les Allemands ont appelé la Mitbestimmung et qu'ils ont exporté dans les pays scandinaves, en Hollande, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de constater que par conséquent, il existe des arènes institutionnalisées dans ces pays dans lesquelles les opérationnels et les stratèges sont contraints de se rencontrer très très régulièrement pour essayer de construire et d'expliquer des choses ensemble. Mais comme par hasard, leurs résultats en termes d'engagement dans le travail, de conditions de travail sont bien meilleurs que chez nous. Bon. Eh bien, vous avez constaté que nous, ça fait 50 ans qu'on essaie de faire de la participation et de la codétermination, dans la droite ligne du coup de la doctrine sociale de l'Église. Hein. Ça a été le grand projet gaulliste, hein. Il ne faut pas oublier ça, hein. Il faut laisser ça à personne d'autre. Hein. Le grand projet gaulliste est celui de la participation. On n'est pas surpris, hein. De Gaulle était pétri de philosophie sociale chrétienne. Bon. Il a réussi à faire la participation financière, les lois sur l'intéressement, les lois sur la participation. Au moment où il a voulu passer à la participation que vous appelez de vos voeux, c'est la participation à la gestion, la participation à la stratégie, levé de bouclier, tout le monde lui a dit non. Il a 2 de ses ministres qui ont fait des rapports formidables, qui sont très, très connus dans les milieux de l'économie de l'entreprise. Hein. Le rapport Bloch-Lenné, 63, si je ne dis pas de bêtises, le rapport Sudreau, 75. Les 2 demandaient l'invention d'une codétermination à la française, c'est-à-dire de ces arènes que l'on trouve en Allemagne, dans les pays du Nord, dans lesquelles opérationnels et stratèges travaillent ensemble très, très régulièrement, eh bien, les 2 ont été enterrés. Et on se réjouit de la loi Pacte 2019 qui a fait qu'on est passé désormais à 2 administrateurs salariés, vous voyez, dans les conseils d'administration qui en comptent au moins 12, quoi. Donc oui, vous avez raison, bien sûr que la participation ou l'absence de participation est un vrai problème. On va alterner avec les questions à distance. Une question qui concerne les jeunes. Oui. Qui, nombreux, semble-t-il, souhaitent se mettre à leur compte. Donc, parmi les causes, au-delà de la crise du sens du travail dans les grandes organisations, cette personne demande si ça n'est pas lié aussi à une perte de la notion d'obéissance. Au gros, obéir à un patron, pour la jeune génération, ce serait non, quoi, surtout pas. Oui, c'est une vraie question. Pourquoi pas? Mais l'obéissance a à voir aussi avec la question de l'autorité, je pense. Et comment dire? Alors, je vais être franc, hein, j'ai pas travaillé spécifiquement sur cette question-là. Mais si je n'ai pas travaillé spécifiquement sur cette question-là, c'est parce que dans nos investigations de terrain, en fait, les travailleurs nous parlent peu de ça. Donc, quand ils en parlent peu, on pense que ça ne fait pas partie de leur équation. Bon. Mais ce que je constate, premier point peut-être à répondre à notre personne à distance, c'est que d'abord, la crise du travail, notamment le chiffre que j'évoquais tout à l'heure, 62%, vous voyez le travail comme étant très important, plus que 22 aujourd'hui, cette crise, elle touche toutes les catégories d'âge. Donc ne nous trompons pas, hein, elle touche toutes les catégories d'âge. Et deuxième point, sur la question de l'obéissance et de l'autorité, moi je constate des jeunes qui, notamment parce que leur niveau scolaire n'a pas augmenté, alors ils ne le formuleraient jamais comme ça, évidemment, personne n'a a priori envie d'obéir, mais en revanche, ils ont une envie d'autorité, alors ils parleraient peut-être de leadership, mais ils ont une envie d'être accompagnés, ils ont un besoin qu'on leur montre la route, qu'on les tutore, qu'on les mentore, si on veut prendre des trucs, mais absolument gigantesque. Donc en fait, ils ont besoin d'autorité. Si je disais à mes étudiants, avez-vous envie d'obéir? Évidemment, ils me jetteraient des pierres. Mais si je leur disais, avez-vous en besoin d'être accueilli par un cadre qui va vous prendre en main pendant votre première année d'arrivée dans l'entreprise, qui vous verra régulièrement, qui vous guidera, qui vous débriefera, etc. Mais 100% d'entre eux me disent, mais évidemment, mais c'est bien ça que j'espère. Bon. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait de ce point de vue-là un véritable problème. Mais je peux me tromper. On passera à la salle, puis on reviendra à distance, parce qu'il y en a plusieurs. Le standard SVP 11 est débordé, apparemment. Ouais. Antoine nous demande quelles sont les opportunités de l'augmentation du travail domestique pour la société et quels sont les risques de la diminution du travail salarié. Subviendrons-nous toujours à nos besoins? Ouais, ça c'est une question qui est très macro. Les opportunités, et c'était ce qui justifiait, vous savez, chez beaucoup, chez ceux qui voyaient ça de façon intelligente, sortir du salariat, on le sait très bien, dans la réduction du temps de travail ou dans le salaire universel, c'est un argument essentiel. De dire que finalement, que la crise du travail remonte elle-même à la généralisation du salariat et que par conséquent, on réduit le temps de travail ou on donne du salaire universel, non pas pour ne plus travailler, absolument pas, mais pour travailler beaucoup mieux. Et pour laisser à chacun plus de possibilités d'entreprendre, de travailler pour lui et par lui. D'entreprendre, pourquoi? Parce que le travail salarié lui prend de moins en moins de temps dans sa vie et par conséquent, il peut militer dans les assos, il peut développer un petit business complémentaire ou il peut faire de l'autoproduction domestique. Ou alors donner un salaire universel de telle manière que la possibilité d'entreprendre à moindre risque soit ouverte à tous. Je ne dis pas que j'y crois, hein, mais je dis qu'en revanche, ça fait partie, chez les gens intelligents, en tout cas dans le discours que j'aime bien, des justifications
au salaire universel et à la réduction du temps de travail. Donc il y a des opportunités, effectivement, d'une certaine manière, de réenchanter le travail en sortant du salariat de la grande organisation. Ah. Et la réduction du temps de travail, le salaire universel, doit normalement permettre ce genre de choses. Oui. J'avais une question aussi. On constate cette crise du travail, y compris dans les métiers du social ou du service à la personne. Et pour autant, la question du sens, elle est présente. Vous prenez un éducateur spécialisé qui travaille avec des enfants en situation de handicap. Le sens, il le voit. Il sait que sa mission, elle est grande, elle est belle. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a aussi une perte de sens dans ces métiers à sens. Ben non, mais vous avez 100 fois raison. Moi, j'interviens beaucoup dans ces métiers à sens. Elle est évidemment encore plus forte dans ces métiers à sens. C'est-à-dire quand le métier est proprement vocationnel, pour le dire vite, eh bien évidemment, quand on s'attaque au sens, la moindre attaque au sens est vécue de façon absolument terrible par les travailleurs. Vous savez très bien que la question du sens dans les années 2008, si je me souviens bien, elle a commencé à faire partie du débat politique suite à quoi ? Suite aux grèves des infirmières et suite aux coordinations ouvrières, aux coordinations infirmières, pardon. Mais pour quelle raison ? Tout simplement, les infirmières, quand vous les interviewez, elles ne vous disent pas on va pas bien parce que notre travail est dur, il faut changer les gens, il faut faire des soins au corps, c'est très difficile, etc. Non, dès que vous les interviewez, elles vous disent on va pas bien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne peut plus faire du bon boulot. Parce qu'on ne peut plus faire du bon boulot. Parce qu'on a l'impression qu'on ne passe pas suffisamment de temps dans les chambres, on n'est pas en nombre suffisant, on n'a pas de temps suffisamment fort à consacrer à chaque patient, etc. etc. Donc la rationalisation hospitalière, le nouveau management public hospitalier, la tarification à l'activité, etc., a provoqué quoi ? Parce qu'on savait bien, hein, ce qu'a révélé le Covid, hein, l'inflation des salariés de la gestion à l'hôpital et l'effondrement du nombre de ceux qui sont au chevet du patient. Et ces salariés de la gestion, ils alimentent quoi ? La tarification à l'activité et le nouveau management public, et ils obligent au développement, y compris du reporting, à l'empire du reporting à l'hôpital. Ouais. Et donc ça crée évidemment d'énormes difficultés. Vous parlez du médico-social plus spécifiquement, je pense que vous le connaissez probablement aussi bien que moi, ce à quoi on a assisté dans le secteur médico-social avec les mêmes choses. Hein. C'est la conviction que big is beautiful, que plus c'est gros, plus c'est rationalisé, plus c'est efficace parce qu'il y a de la synergie. Et donc, quand vous regardez toutes les associations d'aide aux personnes handicapées, sur les 20 dernières années, elles ont toutes fusionné pour devenir de plus en plus grosses. Et les financeurs publics disaient, attendez, là où il y avait 4 associations, elles disaient, vous vous regroupez, vous fusionnez, on veut voir qu'une seule tête, ce sera beaucoup plus efficace, vous ferez des économies de frais de gestion, etc. Et donc, évidemment, on est tombé sous l'empire du big, sous l'empire de la gestion, sous l'empire de la procéduralisation, sous l'empire au passage de la réduction des budgets. Bon. Et donc, évidemment, moi, les éducateurs avec lesquels je travaille énormément, mais qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, mais c'est l'inverse, les nouvelles pathologies font qu'on aurait besoin de plus de moyens que jamais, notamment parce que, pour être un peu précis, le développement des troubles du spectre autistique fait que désormais, il faudrait être un travailleur social pour accueillir un individu. Bon. Et c'est l'inverse qui ne s'est pas passé, c'est que la taille des équipes a terriblement diminué. Donc au moment même où les nouvelles pathologies font qu'on aurait besoin de plus en plus de moyens, on en a de moins en moins. Et en plus, on est contaminé de plus en plus par le reporting et la gestion. Donc évidemment, ils nous disent, ça ne va pas, quoi. Et ça n'a pas de sens. Une question de Gabriel, qui nous regarde en vidéo. Sentez-vous que des entreprises sont prêtes à mettre en cause le modèle organisationnel que vous montrez du doigt ? Donc s'ils s'en rendent compte, est-ce qu'ils sont prêts à changer, tous ces gens-là ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais ça, il faut rendre justice au monde de l'entreprise. C'est-à-dire, il ne faut pas croire du tout que je dirais des choses qui serait comme une leçon à l'endroit des dirigeants d'entreprise. Tous les dirigeants d'entreprise avec lesquels je travaille savent très bien, et avant moi, ce que je suis en train de raconter. Et tous essaient d'en sortir, bien sûr. Tous essaient d'en sortir. Il n'y a aucun méchant dans l'affaire. Hein. Si, avec mon laboratoire, nous intervenons tellement dans les entreprises, nous ne poussons pas la porte. Hein. Ce sont les directions d'entreprise, les comités de direction, qui viennent nous voir parce qu'on travaille sur le thème de l'engagement et de la santé au travail, et sur le thème de l'innovation managériale, et tous nous disent, mais venez nous aider à transformer le modèle. Ils sont convaincus qu'ils sont au bout d'un modèle d'organisation. Ce qui, en revanche, est très compliqué, les pauvres, c'est que la transformation de ce modèle est extraordinairement difficile. Pourquoi ? Parce que les causes structurelles de l'instauration de ce modèle sont difficiles à soigner et difficiles à changer, quoi. Mais en revanche, si la question c'est les directions d'entreprise en ont-elles conscience et c'est-elles de faire des choses ? Bien sûr qu'elles en ont conscience. La multiplication des plans de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, même s'ils sont mal fichus, même si ce n'est pas les bonnes solutions, mais le montre bien. Hein. Et oui, donc il y a une conscience très claire qu'on arrive au bout d'un modèle. Arrivera-t-on
à le changer réellement, ça c'est une autre histoire. Moi je crois beaucoup plus à la discussion qu'on avait tout à l'heure avec ma madame, hein. C'est-à-dire je crois beaucoup plus à des interventions. On ne pourra le changer que si l'on remet en cause la financiarisation et la gouvernance actionnariale. Et pour le faire, ça n'est pas le management qu'il faut changer, c'est d'abord le management des dirigeants, ce qu'on appelle le gouvernement de l'entreprise. Et donc là, il y a plusieurs solutions dont on peut discuter, hein, qui est la question de la codétermination, qui est la question de la liquidité du capital, hein, pour qu'il soit moins liquide et qu'il mette moins l'entreprise sous pression. Là, on est sur des pistes qui sont, à mon avis, premières avant la transformation du management. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ou pas? Parce que oui, si ça va. Hein. Ok. Le capital moins liquide, peut-être qu'il voilà, faut préciser liquide, pour le plus grand nombre. Moins volatile, c'est la bourse, quoi. Oui, liquide, qu'on a régulièrement dans la presse économique, dans lesquelles on commence à se dire, alors il y a évidemment le rendre moins liquide, le rendre moins volatile et donc moins court-termiste en faisant qu'il s'attache un peu plus à l'entreprise. Là, il y a plusieurs possibilités. Il y a évidemment la VL1 de la taxe sur les transactions financières. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça, hein, pour le rendre un peu plus stable? L'autre chose peut-être plus sérieuse, est-ce qu'on ne pourrait pas faire dépendre la participation au projet stratégique de l'entreprise d'une inscription à long terme des actionnaires dans l'entreprise et donc faire dépendre l'accès au droit de vote dans les conseils d'administration ou dans les AG à la détention longue des titres? Ça, c'est une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est celle qu'on évoquait avec madame, qui est celle de la codétermination. Est-ce qu'on va être capable d'inventer peut-être une codétermination à la française dans laquelle les salariés, donc le travail, participent à la gouvernance de l'entreprise? Je rappelle que le modèle allemand est un modèle profondément catholique, hein, puisque les Allemands disaient « pas besoin d'être propriétaire des actions de l'entreprise pour participer à sa gestion, le simple fait d'être travailleur, il suffit. » C'est la dignité du travail, c'est au nom de la dignité du travail que l'on a un droit à participer à la gestion de l'entreprise. Bon. Ah ben, je pense effectivement qu'ils ont raison. Je remarque que la grande victoire libérale qui est en train de passer, mais la grande victoire libérale des 30 dernières années disait exactement l'inverse. Elle disait la participation des salariés au conseil d'administration, c'est une atteinte complètement délirante et inacceptable au droit de propriété. Seuls les propriétaires décident chez eux. Hein. Et il disait 2, et en plus c'est totalement inefficace, puisque les discussions vont être beaucoup plus longues, on sera beaucoup moins agile, beaucoup moins réactif, beaucoup moins flexible, et donc en plus on va perdre la bataille stratégique. Quand je vois les résultats de l'Allemagne ou de la Hollande, je me dis que finalement la codétermination, ça ne doit pas être si lent et pas agile que ça, parce qu'ils nous ont rasé dans l'industrie, à peu près sur tous les marchés, vous voyez, donc... Le contexte français, c'est quand même qu'on avait... Le contexte français, au moment du rapport Bloch-Lenné et Sudreau, c'était quand même un contexte où les syndicats avaient complètement dialectisé la relation du travail et du capital. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on dirait peut-être des choses différentes. Mais à l'époque, c'était vraiment donner la main aux syndicats marxistes et à une vision dialectique. Ouais. Mais oui, mais je crois que c'est... Ils n'ont pas de collaboration. Alors, mais tu as évidemment raison. La collaboration était un mot interdit à cette époque. Oui, mais la collaboration... Oui, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si tu remontes un peu plus loin dans l'histoire, pourquoi avons-nous en France des syndicats si dialectiques et si en opposition? C'est tout simplement parce que nous sommes parmi les pays d'Europe ceux qui, le plus tardivement, ont reconnu les syndicats, qui les trade unions étaient ouverts en Angleterre un siècle avant. C'est nous qui avons effectivement gardé jusque dans les années 1870 l'interdiction du droit de coalition, etc. Donc on... Oh, voilà, ben oui. Et donc on a une histoire des relations sociales en France qui effectivement, ça tu as tout à fait raison, est compliquée des deux côtés et a créé un syndicalisme d'opposition. Mais je note que De Gaulle, il n'était pas fou. Pourquoi il voulait aller dans ce sens-là? Parce qu'il savait très bien que même si ce serait difficile au début, hein, que la seule possibilité de sortir du syndicalisme d'opposition, c'était de créer des arènes dans lesquelles il y aurait la possibilité d'un dialogue qui serait probablement âpre pour commencer, mais qui à terme produirait des choses. De ce point de vue-là, on a toujours des lectures culturalistes de l'Allemagne, c'est-à-dire en Allemagne, ils ont de la chance, ils ont une culture qui font que les syndicats sont sympas, vous voyez. Mais pas du tout une question de culture, question complètement institutionnelle. Les syndicats sont sympas en Allemagne parce que ça fait 70 ans qu'ils vivent la codétermination. Donc ça fait 70 ans qu'ils sont obligés tous les mois de se mettre autour d'une table avec des patrons et de discuter. Et donc évidemment, ça permet de ramener sur le terrain du réalisme, pas de la folie révolutionnaire et de la construction de solutions ensemble. Et donc au terme de 70 ans évidemment de codétermination, se crée une culture, ça je suis d'accord. Mais c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas parce qu'ils auraient un casque à pointe et qu'ils seraient teutons qu'ils auraient le goût de la participation, vous voyez. Enfin, bon. Ils ont des institutions qui font qu'effectivement, ça crée une culture de la participation et du partenariat. Oui, monsieur. Je vous le donne parce que sinon, ils ne vous entendront pas. Oui. Merci pour
Merci pour vos analyses. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans notre génération, je parle de la France, une certaine éducation à la paresse qui fait qu'on considère que le travail est une contrainte, c'est une malédiction et que le bonheur sera quand même les loisirs. Ce qui fait qu'on a une aversion au travail et que si on pouvait vivre sans travailler, ce serait mieux. Est-ce que ça ne participe pas au malaise qui a été abordé ce soir? Oui, alors j'entends beaucoup cette explication qui me semblerait pas mauvaise en toute généralité. Vous voyez, enfin, c'est-à-dire que tant que je suis dans mon salon et que j'y réfléchis, je pourrais trouver. Alors oui, on a une histrionne de gauche qui a réhabilité là récemment le droit à la paresse. Elle avait redécouvert la Fargue, etc. Enfin bon. Mais mes travaux de terrain ne résistent pas tellement à ça. Ça semble assez anecdotique par rapport, enfin je crois, hein, par rapport aux causes que j'évoquais là. C'est-à-dire que... Si je peux vous arrêter. Oui, allez-y. Vous êtes dans un milieu où les gens travaillent. Oui. Moi, je parle de ceux qui ne travaillent pas. Oui. Et qui sont à boulet. Oui. Et qui sont aussi influents parce que les lois sont faites pour obtenir la majorité de l'adhésion. Oui. Et donc, en fait, les lois sont en faveur des locataires parce qu'il y a plus de locataires que de propriétaires. Les lois sont en faveur des salariés ou des chômeurs parce qu'on aura plus d'électeurs. Et en fait, il y a une partie du marché du travail, entre guillemets, qui vous échappe, mais c'est pas un reproche. C'est que tous ces gens-là, ils ont peut-être cette mentalité en tête et ça, on ne peut pas vivre tout seul. Ce qu'on croit, on l'influence les autres et on est influencé. Oui. Alors, excusez-moi, je n'avais pas bien compris votre question. Non. Oui, non, mais je comprends. Oui, non, mais là, je vous rejoins. C'est un autre sujet, c'est presque le sujet de permanence de l'état nounou, des aides sociales, du modèle social, etc. Qu'on puisse avoir un modèle sur telle catégorie de la population un peu désincitatif, qui pousse effectivement plutôt à rester chez soi et à vivre d'assistanat plutôt qu'à se mettre au travail, etc. Ça, je vous le concède très largement. Mais ce n'est pas du tout à la hauteur de la crise du travail que j'observe là. C'est-à-dire cette crise du travail qui touche des salariés qui sont y compris inscrits dans le marché primaire, au cœur d'un travail stable, y compris avec des responsabilités, y compris avec des responsabilités d'encadrement. Oui, c'est pas ça qui, selon moi, peut expliquer à lui tout seul, en tout cas, l'effondrement noté par les chiffres de la Fondation Jean-Georges Jaurès, si vous voulez. C'est pas l'assistanat qui, pour moi, explique qu'on soit passé de 65% de Français qui pensaient que le travail était très important pour réussir sa vie à uniquement 20-22, quoi. Je pense qu'il y a autre chose. Et ce que je crois, c'est que, effectivement, on a été élevé dans un rapport, enfin, la nouvelle génération notamment, et les générations qui arrivent, sont élevées dans un rapport désenchanté au travail. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et que je vois moi-même, à travers, ne serait-ce qu'à travers mes parents et mes grands-parents. Je dois constater que l'image que pouvait me donner de son travail mon grand-père n'a pas grand-chose à voir avec celle que me donnait mon père, et n'a pas grand-chose à voir avec celle que mes amis donnent à leurs enfants. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'effectivement, mon grand-père, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie avant la révolution organisationnelle que j'évoquais là, et par conséquent, c'était un enthousiaste de l'entreprise, de la grande entreprise, des machins, enfin voilà, alors que mon père à moi et mes copains aujourd'hui sont nés effectivement au cœur de la révolution organisationnelle. Et je vois le discours qu'ils tiennent à leurs enfants à la table familiale et l'écho de ce travail que récupèrent les enfants, ça donne pas tellement envie, quoi. Et donc, mais c'est pas du tout, c'est pas antagonique avec ce que vous dites, hein, mais je pense que c'est une cause peut-être plus profonde pour expliquer une crise d'une telle ampleur. Toutes les lois font qu'on sera plus heureux si on travaille moins. Les 39 heures, les 35 heures, les RTT, tout ça, on explique qu'on sera plus heureux si on travaille moins. Oui, alors certains l'expliquent et en même temps, il faut rendre justice à quelques-uns qui ont pensé ces dispositifs-là. Je pense à des gens comme Dominique Méda, par exemple, qui a été une des grandes artisanes de la loi sur les 35 heures. Je ne défends pas du tout la loi sur les 35 heures, hein, mais pour qu'on ait bien le discours en tête, ça n'était pas du tout ce qu'elle visait, elle. Hein. Elle ne visait pas du tout la société du loisir et du non-travail. Elle était simplement convaincue, par rapport à la question que posait Guillaume tout à l'heure, c'est qu'on ne changerait pas de l'intérieur, elle se trompe peut-être, on ne changerait pas de l'intérieur les modes de fonctionnement de la grande entreprise capitalisme moderne, que ça n'était pas possible. Et que par conséquent, si on voulait réenchanter le travail, il fallait laisser plus de temps aux personnes pour travailler ailleurs.
Et par conséquent, la réduction du temps de travail, ce n'était pas du tout pour elle le fait d'annoncer la société des loisirs. C'était un rêve un peu antique, la possibilité de donner plus de temps finalement à ce que les anciens appelaient le travail libéral. C'est-à-dire au travail chez soi, au travail pour les assos, au militantisme politique, à l'éducation des enfants et au travail domestique, etc., etc. Mais ce qu'elle annonçait, c'était pas du tout la société des loisirs, quoi. Alors d'autres l'ont annoncé, hein, mais en tout cas pas elle, pas par exemple. Donc il y a un autre discours qui peut accompagner et la réduction du temps de travail et le salaire universel, par exemple. Monsieur parlait de la responsabilité de l'État qui favorise un assistanat fort. Et il y a une question de Jacques qui nous dit, mais l'État est-il en partie responsable aussi, dans un autre sens, en ce sens où il encourage et favorise l'entrepreneuriat. Donc il serait responsable de la crise du travail salarié. C'est-à-dire qu'on valorise l'entrepreneuriat et on dévaloriserait par conséquent le salariat. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif de l'État, mais en revanche, on a bien compris effectivement qu'on avait, mais ça fait 20 ans que le lieu de l'innovation, ce qu'ont bien compris les grandes entreprises, hein, le lieu de l'innovation, c'est de moins en moins la grande entreprise, et c'est de plus en plus d'où le rêve de la start-up et la Startup Nation de Macron, quoi. Et donc effectivement, ça fait 25 ans qu'obsédés par le modèle américain, on essaie nous aussi de générer de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat innovant pour booster, évidemment, pour faire de l'innovation de rupture et pour booster notre économie. Tu remarqueras comme moi que, et donc c'est pour cette raison, hein, c'est pas pour dévaloriser le salariat, c'est pour retrouver des réserves d'innovation de rupture à la hauteur de nos grands pays concurrents que sont les États-Unis ou la Chine. Tu remarqueras comme moi que ces start-upers et ces travailleurs indépendants le restent très peu longtemps, hein, puisque très rapidement, ils sont évidemment rachetés par la grande entreprise. Donc en fait, le travail indépendant est devenu aujourd'hui le moyen moderne de la grande entreprise technologique pour innover. C'est-à-dire, elle finance pour un temps, soit avec ses salariés, soit avec certains start-upers, elle finance de la petite structure indépendante qui, dès qu'elle a pris et qu'elle est développée, elle réintègre et qu'elle rachète, quoi. Donc je ne crois pas, pour répondre clairement à la question, je ne crois pas que la visée de l'État soit de déboulonner le travail salarié, c'est en revanche effectivement de dynamiser l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat innovant. Une remarque de Gabriel qui rebondissait sur la question de l'autorité. Les jeunes, tu disais, les jeunes rêvent d'autorité, finalement. Ils n'en parleraient pas comme ça. Et elle ajoute, c'est une remarque, elle disait, c'est peut-être pas tant une recherche d'autorité, ou ce n'est pas que ça, et ils sont en recherche d'amour, en fait. Voilà. Ah ben oui, mais il n'y a jamais autant d'amour qui passe que dans une autorité de droite. Enfin, oui. Oui, bien sûr. Ben, ils sont à la recherche du fait que l'on s'occupe d'eux, et s'occuper d'eux, ça veut dire quoi? C'est qu'on est concret, qu'on les aide à se développer et qu'on les amène vers un bien. C'est ça qu'ils cherchent. Ben, aider quelqu'un à se développer et l'amener vers un bien, c'est la définition de l'autorité. Alors, c'est une question philosophique. Alors là, c'est autre chose. De philosophie, mais... Alors, alors là, c'est le grand, mais alors, ça, c'est une toute autre intervention. Mes étudiants, en tout cas, sont convaincus qu'il y a un bien, mais que ce bien est généralement indicible. Ils le recherchent, mais ils sont convaincus que le dire serait une horreur. Mais bon, enfin, ça c'est une toute autre conférence. Mais... Oui. Merci beaucoup là, pour cet exposé brillant. En t'écoutant, je me disais, il y a une opportunité de création de richesse extraordinaire. Si tes chiffres sont justes, si 50% du temps des cadres, c'est du reporting, le gisement, enfin l'or noir, la mine d'or, elle est là. Celui qui réussira à supprimer le reporting libère 50% du temps pour retourner vers le bien, vers le but poursuivi, vers la satisfaction de la relation, etc. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un gros sujet autour de l'IA, d'être capable de dicter à son téléphone les éléments du reporting et que ça aille tout seul dans les bonnes cases, et que quand je vais chez le médecin, sur une consultation de 10 minutes où il passe exactement 7 minutes à remplir les tableaux et 2 minutes à t'ausculter et puis te dire vous reviendrez parce que j'ai pas pu tout faire, on libère probablement 50% du temps médical disponible pour revenir vers le patient. Dans les grandes entreprises, 50% du temps des cadres pour la créativité, d'amélioration du service, de nouveaux biens, etc. Est-ce que ce n'est pas là un gisement extraordinaire qui peut motiver que les Startup Nation viennent investir 15 milliards en France? Non, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui travaillent là-dessus? Quand on parle de l'IA, ça paraît toujours lointain, mais on se dit pourquoi pas le faire à
effectivement, c'est hyper répétitif le Ouais. reporting. Ouais. Hein, et la vie d'un commercial, la vie d'un banquier, la vie etc. Ouais. Il voit tous les jours entre 10 et 20 clients. Ouais. Il manipule pas plus de 30 variables par client. En fait, c'est un problème qui semble assez simple, où il y a encore besoin de l'intelligence de l'homme, mais est-ce que cette intelligence ne pourra pas piloter et être affranchie de la partie pénible? Ouais. Alors, alors là, tu te fais l'écho oui, tu te fais l'écho du grand rêve technophile qui est associé à l'IA. Bon, deux réflexions. C'est que, évidemment, supprimer le reporting, ce serait formidable, et beaucoup de cadres et de dirigeants en rêvent. Le problème, c'est que ceux qui dirigent les dirigeants, eux, n'en rêvent pas. C'est-à-dire, il reste des roadshows dans lesquels les PDG, les directeurs généraux doivent aller rendre des comptes, et pour rendre des comptes, ils ne peuvent pas venir les poches vides, ils ont besoin de leurs tableaux, de leurs indicateurs, etc., etc. Et la mode managériale va dans le sens, tu sais, des tableaux de bord équilibrés. Le tableau de bord équilibré, c'est-à-dire un tableau de bord dans lequel surtout il n'y a pas qu'un indicateur, mais il y en a 55, quoi, pour que l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Est-ce que l'IA va permettre? Alors, ce serait un peu le rêve, mais il ne faut pas se tromper sur l'IA. Hein. C'est que l'IA est extrêmement forte pour faire du traitement de données en masse. C'est-à-dire que l'IA va évidemment permettre, il va permettre à ceux à qui est destiné le reporting de beaucoup mieux travailler. C'est-à-dire quand tu auras une base de données RH ou une base de données de contrôle de gestion, tu pourras beaucoup mieux l'exploiter grâce à l'IA. Mais en revanche, la base de données, elle ne se constitue pas sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'il faudra quand même qu'il y ait des gens qui comptent sur le terrain, qui regardent la bonne mine ou la mauvaise mine de ton patient, qui je pense au médico-social dans lequel les dossiers sont multiples, il faut désormais en permanence effectivement poser qu'on a fait tel geste, etc. Ça, en revanche, ça ne changera pas. J'ai peur que l'IA, et là j'avance sur des œufs parce qu'on commence à aller sur cette question-là, elle va faciliter une fois de plus, plutôt voire supprimer le travail de ceux qui sont dans les sièges, qui eux demandent le reporting, parce que l'exploitation de cette masse de reporting va devenir, et là-dessus tu as raison, sans aucun doute, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Il en reste pas moins que la base de données, il faut la constituer. L'exploitation de la base de données va devenir beaucoup moins coûteuse, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mais la constitution de cette base, elle va demander encore qu'il y ait des pimpins dans les sites opérationnels qui constituent la base de données, quoi. On va prendre une dernière question dans la salle, avant de rendre l'antenne, si je puis dire. Avant que Jacques pose sa question, il y a une remarque de Marie qui nous dit qu'il y a un lien entre le travail et le devoir d'État, et que bon, c'est bien de donner un sens, etc., mais qu'il faut aussi rappeler quand même la question, la notion de devoir d'État. Voilà, ça remarque. Oui, une question rapide, Jacques, hein, parce que je vous connais. À la fin des années 50, mon oncle était aux États-Unis et des amis, des parents, parce que des vagues parents, lui ont dit: la génération qui est aux affaires actuellement a connu la crise, elle ne fera pas de bêtises. Mais on est très inquiet de la génération suivante, parce que tout lui réussit. Elle fera des bêtises. Et avec ça, la baisse de sens moral, là on est en pleine catastrophe. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Je prends un exemple qui n'est qu'une partie de ce que vous dites, qui est beaucoup plus large, mais je prends un exemple sur le terrain économique, qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. La victoire très surprenante des Reaganomics ou du Thatcherisme à la fin des années 70, ce retour en grâce du libéralisme économique le plus débridé à la fin des années 70, beaucoup des historiens de ce retour en grâce expliquent qu'il ne pouvait avoir lieu que lorsque ceux qui avaient connu la crise de 29 seraient morts. Voilà. Et parce que la crise de 29 signe, les années 30 signe la défaite définitive, effectivement, du libéralisme économique au sens manchestérien, enfin, etc. Et il va falloir 50 ans avant, effectivement, que le libéralisme reprenne les rênes du pouvoir. Et beaucoup de mes amis historiens disent, effectivement, c'est simple, hein, il fallait absolument que ceux qui avaient connu les années 30 aient disparu pour ne plus témoigner et qu'on puisse, dans les nouvelles générations, susciter un nouvel enthousiasme. Donc, bien sûr qu'il y a des effets d'historicité et de génération, c'est sûr, bien sûr. Alors, j'avais dit que c'était une dernière question, mais en fait, j'en ai une dernière, si je puis me permettre. Je m'aperçois que le Benjamin de l'Assemblée, donc le petit dernier a une question, donc on va laisser la petite dernière au petit dernier. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci pour cette super conférence, très intéressante. Merci. Ma question est, est-ce que la numérisation des salaires
n'influerait pas dans la crise salariale qu'on a actuellement, parce que fut un temps, les salaires c'était récemment en chèque, avant en espèces, il y avait une certaine satisfaction du travail qu'on avait fait dans le mois. Est-ce que ça n'influerait pas d'une manière ou d'une autre, à grande ou moyenne ou petite échelle? Voilà, c'est ça. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je n'y avais jamais pensé. Et ça va un peu dans le sens de ce que Franz Toussaint disait. On aurait besoin de matérialité. Hein. Il disait tout à l'heure, Franz, la tertiarisation de l'économie fait qu'on n'est plus en contact avec le produit, etc. Vous dites la même chose sur l'argent, en fait. Oui, c'est ça. Il y aurait un goût, il y aurait une saveur particulière de toucher le bifton, quoi. Des chiffres sur un téléphone, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, peut-être. Je vais partir avec ça. Non, mais réellement, parce que je n'y avais pas pensé, je vais partir avec ça et ça va occuper ma mise au sommeil dans le petit hôtel du 15e arrondissement. Ouais. Non, mais merci, vous me laissez quoi? Parce que je n'avais pas pensé à ça. Mais très bien. Merci, Henri. Et tu penseras à l'effet net d'impôt. Et l'effet net d'impôt, oui. Oui, en plus, l'impôt et l'état nounou devient invisible. On voit même plus ce qui nous prend. On paye en sans contact, en carte, on n'a plus d'argent liquide. Ouais. On n'a plus le billet, on n'a que la carte, le numérique, toute la journée. Et donc, du coup, ça facilite la dépense? Ça facilite la dépense. C'est sûr. Et ça déconnecte de la valeur marchande. D'accord. Parce qu'on ne voit plus les billets ou les pièces diminuer dans le porte-monnaie, on voit que les chiffres diminuer sur Ouais. J'ai peur, je me demande, il faudra vérifier ça. Est-ce qu'on n'avait pas le même discours quand on est très largement passé à la monnaie fiduciaire, vous voyez, quand on a quitté l'or, l'argent, etc., on n'est pas à ce que... Ouais. Et alors, mais ça, du coup, le fait que ça s'écoule plus vite, ça vous donne pas envie d'encore plus travailler, puisque vous vous rendez compte que ça se vide plus vite? Ça donne envie d'avoir plus d'argent. Ouais. Mais sans travailler. Voilà, on revient à la question du sens dans le travail, et Ouais. est-ce que le travail rend heureux, etc. Ouais. Mais c'est vrai que sur notre génération, on est beaucoup une génération du paiement par carte, du paiement même avec les applications, enfin avec le téléphone. Et je pense que beaucoup de jeunes sur ma génération ont rarement du liquide. Ouais. On le voit même maintenant à la messe, on peut payer à la quête Ouais. avec sa carte, son téléphone. Ouais. On ne vient même plus à la messe avec sa petite pièce ou son petit billet. Ouais. Oui, vous partez, c'est la servitude volontaire, hein, vous participez au système qui va vous... On peut passer un mois avec son salaire reçu sur le compte sans tirer un seul billet, sans faire un seul chèque. Oui, bien sûr. Et si on ne prend plus les tickets à la caisse, on n'a plus la valeur matérielle, on ne touche plus l'argent concrètement avec ses mains. Ouais. On le touche dans ce qu'on achète, etc., mais on ne le touche plus dans le porte-monnaie. Ouais, vous le touchez quand le banquier vous appelle uniquement pour vous dire arrête. Oui, c'est ça. Il est temps de cesser. Oui, c'est ça. Oui, ou alors quand votre appli vous dit non, paiement refusé. Ouais. Ouais, la matérialité. Moi, j'ai une anecdote, je me souviens, il y a peut-être 20 ans ou 15-20 ans, à l'époque où mes clients, je suis à mon compte, payaient encore en chèque, donc j'avais le chèque dans la boîte de lettres, donc j'avais le chèque, le tampon des clients, j'adorais ça, d'ouvrir l'enveloppe, etc. Mais un jour, j'avais un gros chèque client, parce que j'avais beaucoup travaillé, j'ai été très bien payé. J'ai montré le chèque aux enfants, j'aurais bien entre les mains, je leur dis, les enfants, on va aller à Santa Park. Voilà. Heureuse famille. Ça matérialisait quelque chose. Ouais. Alors c'est drôle parce que pour avoir une partie d'activité qui ressemble à celle de Guillaume, moi j'ai plus effectivement le bonheur du chèque puisqu'il n'arrive plus, mais j'ai le bonheur d'appuyer sur mon appli. Ça y est, c'est arrivé. Bon. Donc il reste un petit côté palpable quand même. Enfin j'ai l'impression de bien le palper quand je vois les zéros sur mon compte. Le côté palpable, numérique, plus le côté palpable. Ouais. C'est la même chose que quand on remplit un dossier sur un ordinateur. On ne voit plus la pile de dossiers descendre sur son bureau avec le côté satisfaisant de on arrive, on a ça sur le bureau d'un côté le matin et c'est passé le soir de l'autre côté du bureau parce qu'on a traité les dossiers. Ouais. C'est les mails qui, effectivement, vous les disiez, arrivent toute la journée. Et puis des dossiers qui sont sur l'ordinateur, donc on ne voit plus le contenu, la masse stockée dans les dossiers. On le voit quand le disque dur ou quand le cloud est surchargé, mais on ne voit plus Oui, et du coup, ça devient difficile de se contempler dans le travail que l'on a fait parce que là, vous êtes complètement toussainienne hein, de ce point de vue-là, comme Franz Toussaint. C'est-à-dire que, oui, c'est la matérialité. En fait, il n'y a plus rien dans quoi se contempler. Hein. Si on prend la fameuse phrase de Simone Veil, vous savez, en exergue, retenons-la, elle est très belle. Hein. Elle dit, le sens du travail, c'est tout simple, c'est pouvoir se contempler dans ce qu'on a fait au monde au terme de notre journée de travail. C'est vrai que si tout est sur l'ordi et qu'on ne voit plus rien, on se contemple dans que dalle, quoi. Ben, c'est pas faux, bien sûr que c'est une partie aussi de l'équation. Ouais.
Merci beaucoup. Ouais. On retiendra quand même, au-delà des leçons que le professeur de Chester nous a donné, que ce sont les plus jeunes qui défendent la matérialité, contre la digitalisation. Voilà, c'est très intéressant. C'est fabuleux. Parce que Alix est jeune aussi. Oui, je l'avais deviné, oui. Je n'aurais pas fait l'insulte de penser le contraire. Non, non, tout le monde est d'accord là-dessus. Très bien. Et les plus vieux, dit Bruno, croient à l'intelligence artificielle. J'étais même épaté que ses parents les laissaient sortir ce soir. Ça, c'est l'autre histoire. Je ne sais pas comment vous êtes élevés, mais... C'est ça. Oui, mais il y a un jeune homme pour la accompagner. Ah, très bien. Me voilà rassuré. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous tous. Merci beaucoup de vos questions. Merci. Merci infiniment. Et donc, nous nous retrouvons mardi 4 juin pour la séance de clôture à l'hôtel de Bourrienne, à Paris 10e. Vous recevrez bien sûr l'adresse précise sur vos boîtes email, tous ceux qui sont inscrits au Mardi Dictus. Le sujet sera la civilisation technique, progrès ou esclavage. Merci et bonne soirée à tous.